va d'abord préciser, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément très rapidement ce qu'est le Lifty. Donc, c'est à la fois un think tank, mais aussi un do tank qui vise à encourager la réflexion, mais aussi le développement de nouveaux outils, donc dans un domaine bien précis qui est le foncier, mais qui s'intéresse aussi à l'appropriation sociétale des enjeux du foncier. Donc, le Lifty agit à la fois comme un réseau d'acteurs, un incitateur et pourquoi pas à l'appui de projet, mais aussi un opérateur, notamment dans le domaine de la production de connaissances. Dans les dernières priorités d'action du conseil d'administration du mois de décembre figure l'économie circulaire du foncier, notamment via bien sûr la reconversion des friches. Donc c'est Lucien Bolotte, je l'ai dit tout à l'heure, qui fédère ce champ d'action. Et c'est dans cette sphère de travail-là qu'on va retrouver le groupe de travail urbanisme de transition que j'anime. Alors, juste un mot, on peut considérer que cette nouvelle approche de l'urbanisme emprunte à l'expérimentation, au design des politiques publiques, et que c'est certainement une clé qui est assez prometteuse dans l'aménagement au regard des enjeux urbains et sociétaux. Et on parle d'urbanisme de transition et pas seulement d'urbanisme transitoire, parce qu'on a souhaité l'inscrire dans le contexte de la transition écologique, qui est un défi pour toutes les villes, pour tous les territoires, et qui a aussi, sur un autre plan, tout son intérêt dans l'objectif du zéro artificialisation nette qui est promu au plan national. Donc, ce groupe de travail réunit des experts, des ressources ou des personnes tout simplement intéressées de par leurs engagements et métiers. Il a été installé malheureusement en plein confinement et donc a dû transformer toutes ses intentions initiales de rencontres et de séminaires en des modes numériques, ce qui nous amène à vous proposer aujourd'hui une série de webinaires comme à la fois un moyen d'audition, d'échange, de présentation, mais aussi d'approfondissement des problématiques que le groupe de travail souhaite creuser. Donc, je reviendrai en toute fin du webinaire sur les différents sujets qui seront traités dans les autres webinaires. Je vous propose qu'on passe la parole à nos trois intervenants. C'est d'abord Sylvain Grisot qui va, bonjour à toi Sylvain, qui va introduire cette série de webinaires. Donc, Sylvain a créé l'agence Dixie.net et il est à la fois urbaniste, enseignant, auteur. Il vient d'ailleurs de sortir une nouvelle édition du Manifeste pour un urbanisme circulaire. Et il va commencer toute cette série de webinaires en campant les enjeux de la ville circulaire, de l'urbanisme circulaire, dans une vision assez large, et puis nous proposer les éléments de la grille de lecture sur lequel il travaille. On passera ensuite la parole à Martin Locré. Donc, Martin Locré est géographe urbaniste. Il s'intéresse particulièrement à la question des communs et il travaille à Plateau Urbain, qui est une structure qui a aujourd'hui à son actif, je dirais, une large expérience dans le domaine de l'urbanisme de transition. Et donc, Martin nous expliquera les projets, les ressorts de projets qu'on trouve derrière ces opérations. Et enfin, on écoutera Chloé Bruno, qui est donc juriste en droit de l'environnement et de l'urbanisme et qui a aussi un riche parcours personnel dans le domaine du développement local. Elle a la générosité, je dirais, de nous faire part des premiers éléments de sa thèse en cours, parce que c'est une thèse qui n'est pas achevée, thèse pour l'Université de Nantes, qu'elle effectue grâce au soutien de l'ADEME. Et Chloé va nous parler de la notion de réversibilité. Sylvain, si tu es prêt, s'il n'y a pas de questions venant du public, je te propose de commencer et d'utiliser ta fonction de partage d'écran. Et merci beaucoup, écoute, pour la présentation qui est tout à fait complète. Et puis l'objet étant moins de me présenter que de donner des éléments de réflexion qui se positionnent, je pense en effet très bien en introduction, hein, puisque c'est une forme de petit retour en arrière. Alors moi je vais parler peut-être plus de sobriété foncière que de zéro artificialisation nette, mais en tout cas je vais essayer de positionner cet enjeu de l'urbanisme de transition dans un contexte plus global, qui est la question des sols et de l'organisation de la fabrique de la ville. Alors, je vais donc pas me représenter, hein, mais je suis donc plutôt praticien, mais avec un travail de recherche et de conceptualisation, je dirais, qui est de plus en plus important au sein de mon agence, donc Dixit.net, que j'ai créé il y a un peu plus de 5 ans aujourd'hui. Je vais vous parler d'une réflexion que j'ai pu avoir, hein, dans l'écriture de ce petit bouquin qui est republié, enfin petit, il devait être petit en fait, il est finalement plus gros que ce qui devait être, qui est republié là depuis quelques jours.
Donc c'est plutôt des réflexions en cours, hein, que je vais vous présenter que la conclusion d'un travail de recherche. Au contraire, c'est plutôt le démarrage, d'un travail qui est beaucoup plus long et ce mois de janvier marque une nouvelle étape, mais je vais vous en parler. Faisons le constat d'une impasse. On le sait, on a une croissance de la population mondiale, certes, mais pas que, européenne, française, croissance de la part urbaine, de cette population-là, donc une croissance logique quelque part de la ville et de la surface de la ville. Jusqu'ici, tout va bien. Ça, c'est une image un petit peu moins bucolique, évidemment, de ce qu'est la croissance de cette ville qui dévore sa campagne, qui dévore sa périphérie, agricole. Mais rentrons un petit peu dans le détail. Alors, vous le savez, hein, on a inventé une unité de surface en France pour parler, de la croissance de la ville, c'est le département. Alors, c'était une unité administrative, c'est devenu une unité de mesure de surface et vous le savez, on doit commencer, c'est sans doute écrit dans la loi, on doit commencer tout discours, toute présentation, sur les questions, de consommation de sol par la ville par, cette fameuse phrase: «On consomme en France l'équivalent de la surface d'un département tous les 10 ans». Alors, il y a des variations, hein, sur ce thème-là. Ça a été tous les 7 ans pendant longtemps. Barbara Pompili précisait récemment dans un de ses discours que c'est tous les 10 ans un département comme la Drôme, hein, donc on a des variations sur le même thème, mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous, en fait, c'est faux. On consomme l'équivalent d'un département, alors un département métropolitain moyen, j'aime bien avoir quelques précisions, puis ça sort la Guyane, tous les 20 ans, hein. En fait, c'est pas du tout aussi grave qu'on le dit. On consomme beaucoup moins de sol. Ça veut dire simplement qu'on parle d'un problème sans être capable de le mesurer. Ça fait des années, qu'on était incapable de mesurer et là, on a depuis un petit peu plus d'un an, des données un peu plus précises. On consomme, bon an, mal an, 30 000 hectares par an. Donc voilà, c'est peut-être pas si grave finalement. Alors 30 000 hectares par an, c'est quand même une vingtaine de Notre-Dame-des-Landes tous les ans, hein. C'est, 5 stades de foot toutes les heures. Donc on n'est pas sur un épiphénomène. Alors c'est un phénomène qui est diffus sur le territoire, même si on retrouve, sur cette consommation des nappes, donc c'est pas du tout le pâté breton, hein, c'est les espaces naturels, agricoles et forestiers, une concentration de cette consommation des nappes, finalement dans les territoires qu'on connaît bien, hein, que sont, les métropoles françaises et les espaces littoraux. Alors rentrons un petit peu plus dans le détail, puisque jusque-là, j'ai envie de dire tout va bien. On a une forme de relation entre la croissance de la population, l'attractivité démographique des territoires et la consommation de sol. En fait, c'est moins précis que ça. Déjà historiquement, on s'aperçoit qu'on a une dissociation des courbes. On verra un croisement de courbes tout à l'heure. On a globalement une courbe de la surface urbanisée, hein, qui croît 3 fois plus vite que la population, hein. Donc on a plus vraiment une proportionnalité entre croissance de la population et croissance de la ville. Pire, en fait, on s'aperçoit qu'on a, quand on est à des échelles régionales, par exemple, un territoire comme les Pays de la Loire, la région Pays de la Loire, qui a une surface très proche, de la région Bourgogne. Alors, c'est pas du tout, pour comparer les vins, hein, réciproques de ces territoires-là, mais en termes de dynamique de population, on est sur des choses extrêmement différentes. Plus 150 000 habitants entre 2010 et 2015, et globalement une stagnation en Bourgogne. Eh ben, quand même, en Bourgogne, on a consommé un tiers de ce qu'ont consommé les Pays de la Loire. En fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas de relation entre la croissance de la population d'un côté et l'étalement de la ville, hein, et c'est bien pour ça qu'on peut parler d'étalement, parce qu'on n'a pas d'efficacité en termes de services urbains à amener, puisqu'en fait, on a, 1/4 de la consommation de sol pour des usages d'habitat, qui ont lieu dans des communes qui perdent des habitants, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une dissociation complète. C'est pas simplement un décalage des courbes, mais une dissociation complète entre, d'un côté, consommation de sol pour la croissance de la ville et de l'autre côté pardon, Heu et de l'autre côté, la réponse à nos besoins urbains. C'est bien pour ça qu'on parle d'étalement, c'est un problème d'efficacité de cette consommation du sol. Alors ça a des impacts importants, des impacts environnementaux évidemment, hein, atteinte directe aux milieux, fragmentation des milieux, une atteinte aussi à notre capacité de résilience alimentaire, de sécurité alimentaire, hein. On a eu une perte de sol agricole importante, puisqu'on a divisé par 2 la surface agricole utile par habitant en France en 50 ans, hein. C'est le nombre de mètres carrés de champs qui servent à nourrir chacun d'entre nous. D'un côté, croissance de la population, de l'autre, baisse de la surface agricole disponible. Et puis, on a quelques enjeux face à nous. On a une stagnation des rendements, on a des impacts du réchauffement climatique et à l'évidence, une transition dans nos modes de faire,
vers de l'agroécologie qui nécessite aussi des sols. Alors ça tombe mal parce qu'on consomme essentiellement des terres agricoles pour aujourd'hui faire de la ville et pas des espaces naturels et forestiers. Ça a des impacts économiques, hein, l'étalement coûte cher à faire, mais coûte cher aussi à entretenir. L'essentiel des services urbains ou des infrastructures urbaines sont associés à des formes d'économie d'échelle, que ce soit pour une école, un collège, un bus ou une station d'épuration. On a aussi des enjeux sociaux, avec une fragmentation, sociale qui est de plus en plus marquée. On a une concentration de la misère dans certains quartiers. Ce qu'on voit moins, même si certains nombres s'en sont aperçus, avec les manifestations autour des ronds-points, c'est l'éviction, des centres-villes, notamment, des villes, des métropoles administratives. L'éviction d'une bonne partie de la population aux revenus normaux et notamment les familles qui sont poussées, dans les périphéries par l'augmentation des valeurs. Alors, on a aussi une impasse climatique, hein, qui est associée aux émissions de CO2, directes par l'artificialisation des sols et indirectes notamment, par la mobilité, et par le logement. Globalement, ces 2 éléments, c'est la moitié, de l'émission de CO2 en France. Donc finalement, l'endroit où vous habitez, la façon dont vous habitez, détermine la moitié de votre budget. Alors budget qui dépasse largement, la capacité, de la planète à encaisser, hein, puisqu'aujourd'hui on est à peu près entre 10 et 12 tonnes par Français et qu'il faut qu'on passe, plutôt à 4. Donc on a 2 à 4, on a quelques enjeux, face à nous en termes d'évolution de ces questions-là. Et puis on a une asphyxie du système. C'est tout ça tient, grâce à la voiture, on va le voir. Sauf que ça marche plus, hein. Aujourd'hui, on a des publicités qui nous vantent des villes, complètement libres, ou des espaces naturels et pour autant, la réalité de la circulation automobile, vous le savez bien, c'est de plus en plus de bouchons et finalement une asphyxie de ce système-là, alors asphyxie, réelle, hein, mais aussi, une forme de thrombose du système circulatoire. En fait, la voiture, c'est à la fois la cause et la conséquence de l'étalement urbain, hein et on a une relation directe entre l'émergence d'un système automobile, un système global, hein, c'est certes la voiture, le véhicule, mais tout ce qui va avec, et derrière une forme de ville. Alors, j'ai fait un petit travail, historique pour revenir un peu sur ces bases-là. Rappelons-nous, hein, 1908, c'est la sortie de la première Ford E-T, dans l'usine de Détroit. Donc c'est le début de l'industrialisation, hein, c'est la première industrialisation, je vous rappelle, parce qu'on a aussi industrialisé, la façon de faire la ville. L'industrialisation, c'est segmenter les tâches, hein, isoler les tâches de façon à ce qu'il y ait le moins d'acteurs possible qui fassent les choses, ultra spécialiser, les postes de travail et limiter les interactions entre les différents postes de travail. C'est ce qui a été fait pour faire la Ford E-T avec une réussite, assez marquante, hein, puisqu'on pourrait avoir l'impression, d'une forme de révolution technologique dans la ville américaine. Là, je suis sur la 5e avenue, le jour de Pâques, à New York en 1900. Donc j'ai, une voiture et des calèches et en 1913, j'ai des voitures et une calèche, hein. Une forme de révolution complète qui, en fait, masque des débats extrêmement violents, au-delà de violences réelles, hein, puisque l'irruption de la voiture dans la ville s'est pas fait souplement. Et notamment les années 20 ont été marquées par des centaines et des milliers de morts dans les rues américaines, par l'irruption de ce véhicule qui allait tout à coup beaucoup plus vite dans une rue qui n'était pas organisée, qui n'était pas hiérarchisée, notamment en donnant une place à chacun, et en créant ces formes de tuyaux dans lesquels on est aujourd'hui. Il y a eu des débats très vifs, y compris avec la tentation d'interdire la voiture dans la ville ou d'imposer des régulateurs de vitesse. Autant vous dire que vous connaissez la fin de l'histoire, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est, heu, avec un travail, hein, de lobbying extrêmement fort, soutenu par l'État fédéral, c'est la création de la 1re réglementation qui vient hiérarchiser, l'organisation de l'espace public. Alors ça se fait pas n'importe où, Los Angeles, à l'épicentre, hein, de la culture automobile, territoire producteur de pétrole à l'époque, et c'est en 1925 qu'on a la première obligation posée aux piétons de regarder avant de traverser, de rester sur son trottoir et de traverser que quand le feu est vert pour lui. La première hiérarchisation et donc on commence vraiment à transformer la ville, à l'adapter à la voiture, il y a moins d'un siècle, 1925 et on était à Los Angeles. Ce n'était que le début et c'est finalement dans ces années-là, on a le croisement des courbes
entre le nombre de chevaux en circulation d'un côté et le nombre de voitures en circulation de l'autre aux États-Unis. Croisement des courbes autour de 1925, qui est parallèle, hein, à l'invention des premières boîtes de nourriture pour chiens aux États-Unis en 1924. Vous allez me dire quel est le rapport. Il est direct, hein, c'est après les piétons dans la ville, c'est les chevaux qui font les frais de l'éruption de la voiture dans la ville, et c'est les chevaux qu'on va mettre dans ces boîtes de nourriture pour chiens. 3e victime de l'irruption de la voiture dans la ville, c'est les tramways électriques. Dans les années 30 d'abord aux États-Unis, par un travail concerté, hein, d'opérateurs autour de General Motors pour récupérer l'équivalent des délégations de services publics de tramways électriques et les transformer en services de bus pour faire de la place à la voiture, et puis après progressivement partout dans le monde. Sauf que là, je vous ai parlé uniquement de la transformation de la ville et j'ai toujours pas parlé d'étalement urbain. C'est jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en fait, on n'a toujours pas le modèle qui crée l'étalement urbain. Le modèle, il est inventé en sortant de la Seconde Guerre mondiale, à la fois par l'initiative d'entrepreneurs privés, hein, notamment un des fils Lewitt. Lewitt Hanson, c'est une entreprise générale de construction qui faisait du logement résidentiel traditionnel. Un des fils Lewitt a fait la campagne d'Europe et il est revenu extrêmement inspiré par la préfabrication hors site, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire la construction des baraquements de l'armée américaine, du génie américain, qui avait cette capacité à produire très rapidement de l'hébergement ou des bâtiments pour l'armée qui suivait la conquête de l'Europe. Il a décidé d'importer ces modes constructifs-là, sauf que pour faire une maison standard, on a besoin d'un foncier standard, et donc il est allé chercher le seul foncier réellement standardisable, c'est-à-dire le foncier agricole, un terrain plat, neutre, sur lequel il n'y a pas de contraintes de voisinage, il n'y a pas de contraintes de topographie, de bâtiments existants, etc. Ça tombe bien parce que la ville de New York a été équipée, alors en son cœur, mais aussi dans sa périphérie, d'un réseau autoroutier qui rend accessible la périphérie. Et donc, ils font l'acquisition, la société Lewitt Hanson fait l'acquisition de champs de patates et champs d'oignons, et pour monter les premiers suburbs, donc les premiers quartiers monofonctionnels, hein, c'est que du résidentiel, dépendant de la voiture, puisqu'on va chercher les autres services, les autres fonctions urbaines grâce à la voiture. On a ce tracé urbain, hein, si caractéristique, qu'on va retrouver évidemment dans la littérature et toute la filmographie américaine. Et puis aussi, au-delà d'un mode de production, hein, très technique et standardisé, industrialisé du logement, on a aussi un mode de financement et un mode de portage, puisqu'on est bien sur une initiative privée et un mode de financement par l'endettement des ménages, puisque les premières Lewittown, le modèle va se diffuser aux États-Unis, sont réservées aux anciens combattants qui bénéficient de garanties d'emprunt par l'État fédéral. Et donc, on est bien sur la naissance de l'endettement des ménages pour l'acquisition de la résidence principale. Alors, ironie de l'histoire, les Sons, qui a très largement participé à inventer ce modèle-là, fait faillite en 2007 avec l'effondrement de ce modèle, qui est la crise des subprimes. Alors, et puis précision aussi, les premières Lewiton sont réservées aux Blancs. Donc on a aussi cette question de l'homogénéité sociale qui est posée dès le début du modèle. Alors ce modèle, il va se diffuser finalement assez tardivement, même aux États-Unis, puisque ça va suivre finalement le tracé de l'autoroute. Et on a un grand plan d'investissement autoroutier qui démarre à partir de 1956 avec plus de 60 000 kilomètres de voies qui sont créées en une dizaine d'années. Donc on est bien dans la rotule entre les années 50 et les années 60, mais le modèle du suburb va vraiment se développer à partir des années 60 aux États-Unis. Plus tardivement en France, hein, les transpositions sont plus tardives, à la fois sur l'équipement du territoire en termes autoroutiers. Ça commence vraiment à la fin des années 70. C'est aussi à ce moment-là où va se développer, va vraiment émerger, va prendre le pouvoir finalement, le modèle résidentiel du pavillon. Ça, c'est la maison Phoenix des années 60, mais c'est surtout la chalandonnette qui marque symboliquement, hein, un grand virage de l'État. Un grand virage de l'État qui finalement sort de l'investissement au travers des bailleurs sociaux dans les grands ensembles. Donc on parle de logements locatifs, on parle d'opérateurs publics pour basculer vers une autre forme urbaine qui est le pavillon, et puis un financement plutôt des ménages de façon à ce qu'on ait des processus, non pas de location, mais des processus d'acquisition en s'appuyant non pas sur des bailleurs sociaux publics, mais sur des opérateurs privés. Et c'est là où des petites sociétés vont émerger, telles que Bouygues, par exemple. Alors, politique de droite, hein, avec Chalandon à la toute fin des années 70, qui met en avant, hein, qui prône à la fois
l'investissement des ménages et une forme urbaine avec le pavillon en opposition avec le grand ensemble, mais aussi politique de gauche, puisque le décollage plus exactement réel de cet aménagement des périphéries et de l'étalement urbain, c'est les lois de décentralisation 82-83 qui le permettent en donnant les clés de l'urbanisme, du POS à l'époque, à ces 36 000 urbanistes que sont les 36 000 maires de France, qui étaient les 36 000 maires de France. Finalement, il y a une forme de revanche là-dessus et un vrai modèle qui se développe, un modèle, à mon sens légitime, hein, et c'est pas du tout un jugement ou un jugement négatif. C'est finalement une revanche de communes rurales qui ont vu leur population décroître et qui, grâce à l'équipement, du territoire, l'équipement routier du territoire, peuvent trouver leur revanche en attirant des ménages au travers notamment de la création de lotissements en périphérie et donc c'est finalement au maire que revient la fonction de créer le foncier, hein, d'amener finalement cette matière première essentielle à la création de la ville qui est le sol, essentiellement donc sur des terres agricoles et ce qui va faire qu'on va avoir cette dissociation croissante entre, l'endroit où j'habite et l'endroit où je travaille et on le voit, c'est ces zones en rouge qu'on a appelées depuis, le périurbain. Alors, par rapport à ça, à ces impacts, et à tous ces fonctionnements-là, finalement, on peut constater une forme d'impuissance. Tout était dit déjà dans la loi SRU, hein. On parlait pas de réchauffement climatique, mais il y a 20 ans, décembre 2000, les constats étaient faits, les outils étaient posés. Il y a 10 ans, j'ai eu l'occasion d'échanger récemment avec le journaliste qui a écrit l'article. Il y a 10 ans, Télérama titrait sur la France moche et titrait sur autre chose que simplement, une question esthétique, hein, avec un article qui est beaucoup plus complet et qui pose l'ensemble des problématiques, notamment sociales, derrière cette question de l'étalement et des formes de délaissement aussi, des périphéries. Pour autant, rien ne s'est passé, puisqu'on a eu une baisse, de l'étalement urbain, à partir de 2011 globalement, jusqu'en 2014, mais qui est, non pas l'impact, non pas l'effet, d'un changement de réglementation, mais finalement, une fois de plus, l'effet, du vent, venant outre-Atlantique, qui est l'impact de la crise des subprimes, crise financière, crise de la dette de l'État et derrière, crise notamment des collectivités locales. Je vous rassure, 2016-2017 et on a eu récemment, les données sur 2018 montrent, une stagnation, voire une reprise de la consommation de sol. Donc aujourd'hui, on est impuissant, par rapport à la régulation de tout ça. Arrive une nouvelle couche, hein, ça a été cité, c'est le zéro artificialisation net. Alors, on a un petit problème de communication, hein, ce sigle est peu lisible et j'ai pas trouvé de logo officiel, donc j'ai pris ces bonbons à la lisse. Le ZAN est une couche supplémentaire, non, est une couche réglementaire supplémentaire, pour autant elle sera insuffisante. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de passer de la prohibition aux alternatives concrètes. La question, c'est pas tant, comment arriver à freiner, l'étalement urbain, mais comment arriver à développer les alternatives. On a besoin de changer plus globalement de modèle, et finalement, de changer, de changer de normal. Aujourd'hui, le normal, c'est l'étalement. La ville qu'on sait faire, c'est, la ville en neuf, en périphérie. On a dissocié les fonctions, les a éloignées, on en est arrivé à dissoudre la ville, notamment par la présence des infrastructures routières. Pour autant, il faut qu'on bascule et qu'on bascule rapidement. La ville de 2030 est pratiquement déjà là, et globalement, on a déjà les 2 tiers de la ville de 2050. Donc à la fois, il faut qu'on change vite de modèle pour ce qui nous reste à faire en neuf, mais surtout qu'on se préoccupe de ce qui existe, c'est-à-dire la ville déjà là. Alors l'urbanisme circulaire là-dedans, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça propose? Alors évidemment, rien à voir avec ça. C'est donner simplement des clés de lecture. On n'est pas sur Mhm. un concept éthéré ou théorique. L'idée, c'est de se Je mets dire qu'on a, maintenant. il y a des micros ouverts. Oui, Euh, je vais les fermer. Ouais, voilà. L'idée, c'est de se dire qu'on a, aujourd'hui une forme d'urbanisme linéaire. Alors dans une transposition évidemment, de ce qu'est, l'économie circulaire ou l'économie linéaire, hein. Finalement, on a une matière première, de la fabrique de la ville, que sont les espaces agricoles et naturels. Des usages urbains et une forme d'obsolescence programmée quelque part, bien qu'involontaire, hein, de ces espaces urbains puisqu'on construit pour un usage unique et on génère derrière des friches ou des espaces vacants.
Ce que propose l'urbanisme circulaire, c'est de se dire qu'une fois qu'un espace est consommé par la ville, qu'il est urbanisé, pour ne pas dire artificialisé, il y a des questions sur les mots, il faut qu'on trouve des boucles alternatives, c'est là qu'est la circularité, pour éviter le passage par la poubelle. C'est l'intensification des usages, c'est la transformation de l'existant et c'est le recyclage des espaces. Alors, bonne nouvelle, en fait, tout existe et on va voir après mon intervention des exemples que je laisserai déployer. Mon message, c'est de dire qu'aujourd'hui, les modèles alternatifs existent. La question, c'est comment est-ce qu'ils deviennent modèles, hein, et comment est-ce que finalement ils viennent se généraliser. Alors, des brefs exemples, hein, mais on va en parler sur l'urbanisme de transition. Évidemment, c'est travailler les temps de la ville, que ce soit sur des occupations temporaires, des occupations transitoires. L'idée, en intensifiant les usages, c'est finalement d'éviter de construire, hein, c'est d'utiliser mieux ce qu'on a pour éviter de construire, en utilisant certains temps longs de la ville, hein, c'est 10 globalement dans la vie d'un bâtiment où il sert à rien, où il attend, ses occupants, où il attend, ses travaux, où il attend sa déconstruction. On peut aussi travailler sur des temps plus courts, par exemple des saisons, avec des écoles. Là, une école, sur l'île de Douarnenmoutier qui accueille des estivants pendant l'été. On enlève les tables, et on met des lits et des cuisines, et on a un bâtiment qui, au lieu d'être vide, amène une fonction sociale, une fonction urbaine. Finalement, c'est l'idée que nous, urbanistes, on doit travailler aussi les temps de la ville et notamment les temps courts, et donc se poser la question, pas que de la construction, mais aussi de l'organisation de ces temps-là. La deuxième boucle, transformer l'existant, c'est finalement éviter, non pas de construire, mais là, éviter de déconstruire, avec tous les impacts, que peut avoir un site de déconstruction, en transformant, hein, des bâtiments, emblématiques, mais pas seulement. En parlant aussi du quotidien, par exemple, en créant des étages du logement en alternative au logement de périphérie, sur les étages de copropriété, pour aussi amener une valeur foncière, et donc la capacité d'avoir, des réhabilitations globales. C'est aussi, transformer, des logements, des bureaux vides en logements, ou penser aujourd'hui des logements ou des bureaux qui pourront se transformer en l'un ou en l'autre, c'est-à-dire de quelque part créer des bâtiments qui seront évolués plus tard, mais je pense on va en entendre parler tout à l'heure de façon beaucoup plus approfondie. Avec là un exemple qui simplement prend en charge à la fois une forme architecturale, mais aussi une pensée structurelle et une pensée juridique du bâtiment pour lui amener une forme de souplesse. J'ai l'habitude de dire qu'un bâtiment devrait avoir cette vie comme un chat, et aussi anticiper sa fin de vie. Et puis, recycler les espaces, c'est finalement éviter de s'étaler en densifiant. On a des très forts potentiels dans le pavillonnaire. Finalement, l'ensemble de ces lotissements, ces secteurs d'individuels qui sont considérés comme structurellement sous-occupés à plus de 60 par l'INSEE, mais aussi sur le foncier économique avec des capacités de densification extrêmement importantes, mais aussi le recyclage des friches industrielles, hein, bien connues, mais pas que. Il y a aussi les friches de demain, que sont les friches commerciales. Tout ça avec une pensée plus globale sur cette question du circuit court de la ville et finalement du métabolisme urbain. On le sait, hein, dans l'entrée de matière et dans la sortie de déchets, la place du bâtiment et des travaux publics est extrêmement important. Donc penser ce circuit court est un enjeu clé. Alors, heu, pour ça, moi, le propos que je porte, c'est se dire que finalement, le zéro artificialisation nette veut introduire ce cycle, hein, éviter, réduire, compenser dans la consommation de sol. En fait, à mon sens, c'est pas tant, de ça dont on a besoin, que vraiment une vraie loi de sobriété foncière, dans laquelle, plutôt que d'éviter, de réduire, compenser, il faut qu'on évite de construire en intensifiant les usages, il faut qu'on évite de déconstruire en transformant l'existant et il faut qu'on évite de s'étaler en recyclant les espaces et en densifiant les espaces. Donc éviter, éviter, éviter. Et puis, si vraiment on n'arrive pas à éviter, à ce moment-là, oui, s'étaler et consommer des sols, mais le faire de façon extrêmement pertinente. Mais il y a bien une inversion des priorités qui est à faire. Aujourd'hui, par défaut, on fait la ville en neuf et en périphérie, alors que par défaut, on devrait finalement ne pas construire. Faire la ville, frugale, la frugalité en sol entraîne une frugalité globale et notamment en termes de mobilité. On l'a vu, hein, l'étalement est lié directement à la mobilité automobile. Si on veut changer de modèle, il faut qu'on prône aussi cette ville de la proximité qui est cette ville, du kilomètre. Ça veut dire rapprocher les fonctions de l'habitat, ça veut dire aussi rapprocher l'habitat de l'ensemble des autres fonctions. La ville, c'est pas un bien statique, hein, on a 7 millions de Français qui déménagent tous les ans, on a 1 million de Français qui changent de région.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, au même titre que Chalandon a marqué les esprits en faisant prendre un virage aux politiques publiques, il est temps aujourd'hui, de marquer les esprits de façon à ce que, on minimise, finalement le nombre de Français qui, cette année, vont faire des mauvais choix résidentiels qui les rendront dépendants de leur voiture. Alors encore faut-il qu'ils aient le choix, parce que la proximité, il faut pouvoir se la payer et c'est sans doute la grande des batailles, la mère des batailles diraient certains, qui est la question des valeurs, et notamment de faire le constat que la gestion uniquement par le marché, des valeurs foncières, amène à des formes d'absurdité, que ce soit sur du logement abordable, que ce soit sur, du commerce de centre-ville, que ce soit, sur du tissu économique, en périphérie, voire même, sur un certain nombre de sols agricoles. Et puis, cette ville, elle a aussi vocation à être résiliente. Résiliente, c'est aussi adaptative, c'est-à-dire résilience au choc, hein, au Covid, mais au choc à venir, mais aussi à ceux qu'on voit, et notamment aux évolutions démographiques ou aux évolutions technologiques, qui sont déjà face à nous et sur lesquelles on manque de plasticité pour agir et nous adapter. C'est bien ça, hein, la ville adaptative, c'est celle qui sait évoluer pour s'adapter à son milieu. Alors pour ça, on a besoin de révéler tout ce foncier invisible, hein, qui est présent. On l'a vu avec les friches, au travers du travail qu'a mené notamment le Lifti, mais pas seulement. On a des espaces densifiables, on a aussi des espaces sous-utilisés, y compris des bâtiments publics, qu'on sait, donc actionner, très rapidement. Sauf qu'il faut faire ce travail d'atlas, et d'observatoire, dans les territoires de façon à révéler ces potentiels fonciers qui existent dans le périmètre urbain. Il faut miser sur l'intelligence. L'urbanisme circulaire, ça va être un changement de matière grise, on va couler moins de béton, mais plus miser sur l'intelligence. C'est un autre type de matière grise. Il y a des nouveaux métiers à inventer, il y a de nouvelles façons de faire les métiers, mais refaire la ville, c'est pas seulement plus compliqué, que de l'étaler, c'est un autre exercice, hein. On a su, au travers de l'étalement industrialisé, pardon, la fabrique de la ville, hein. Chacun son rôle, chacun passe la patate, à son voisin et on minimise, les relations. Travailler sur l'existence et travailler sur de l'habité, du bâti, du plus complexe en soi, mais surtout avec beaucoup plus d'acteurs qui sont mobilisés au même moment et finalement, on est déjà sur le chantier qu'on est encore en train de parler de programme. Donc, c'est d'autres métiers, d'autres façons de les exercer qui sont à inventer. On a besoin de forger les outils, que ce soit, des outils de recyclage foncier comme les EPF. Aujourd'hui, tous les territoires ne sont pas équipés, d'EPF, dynamiques suffisamment puissants, mais pas seulement, aussi de foncières pour traiter notamment, ces espaces, qui sont, suffisamment importants, trop importants collectivement pour qu'on les laisse gérer uniquement par le marché et puis assurer une cohérence territoriale et c'est évidemment, le nerf de la guerre. On ne peut pas avoir, des collectivités qui s'engagent sur la sobriété foncière, si le voisin, continue l'étalement et donc rentre et reste sur des formes de compétition, territoriale. Alors bifurquer, vers cet urbanisme circulaire, c'est une nécessité à l'évidence, parce qu'on a quelques enjeux devant nous. C'est aussi une opportunité individuelle pour les professionnels, puisqu'il y a de nouveaux métiers, des métiers de dialogue, des métiers de l'intelligence, plus de valeur ajoutée finalement, hein, et peut-être, un rapport plus artisanal et moins industrialisé à notre façon de faire la ville. C'est aussi des opportunités collectives, pour les opérateurs publics, pour les opérateurs privés, mais aussi, pour les collectifs et pour les élus. Et puis, pour finir, c'est finalement, la conclusion de mon bouquin. C'est dire que finalement l'étalement urbain, c'est pas du tout le problème. L'étalement urbain, c'est le symptôme de problèmes beaucoup plus fondamentaux, qui est cette distorsion de notre façon de faire la ville. Aujourd'hui, on a délégué, finalement, l'écriture, le dessin de la ville à la voiture. La voiture, c'est un ennemi facile finalement. Notre ennemi, c'est nous-mêmes. On a besoin aujourd'hui d'associer, à la fois les élus, les professionnels et les citoyens, hein, finalement sur un même regard, sur un regard qui soit un regard positif sur ce qu'est la ville existante, donner envie de ville, quelle que soit sa taille, hein, la métropole ou le village, pour venir réinventer finalement des modes de vie dans son propre périmètre. Alors pour aller plus loin, évidemment, je vous invite à lire le bouquin qui est paru dans sa nouvelle édition, avec notamment une préface de Philippe Biwix que je vous invite à lire, qui est particulièrement intéressante, mais qui est en accès libre, sur dixit.net, donc vous n'êtes même pas obligé d'acheter le bouquin et de le lire. Et puis de retrouver, une newsletter
qu'on publie maintenant désormais toutes les semaines, grâce notamment au soutien de l'ADEME, toutes les semaines sur ce thème-là, puisqu'on suit les pionniers de l'urbanisme circulaire, ceux qui tentent, ceux qui font. On suit leurs avancées, on suit leurs aventures, on suit aussi leurs échecs, de façon à diffuser, à diffuser tout ça et à ce que ça passe voilà, dans les mœurs. Donc ça, c'est pour nous une étape, c'est la suite du bouquin, c'est de continuer à diffuser tout ça en disant non pas pourquoi est-ce qu'il faut bifurquer, mais comment est-ce que vous pouvez, vous, acteurs de la ville, le faire. Merci à vous. Merci beaucoup Sylvain de cette présentation que tu as réussi à faire synthétique en brossant un tableau quand même historique qui nous parle finalement de la civilisation du pétrole et de l'automobile aussi quelque part et Tout à questionne fait. nos modes de vie, hein. Alors, tu poses quelques enjeux, ceux des nouveaux métiers, avec peut-être cette idée qu'il y a une urgence peut-être à investir dans l'humain au sens d'investir dans l'ingénierie, parce que c'est beaucoup plus compliqué voilà, d'aller vers cet urbanisme circulaire que effectivement de s'étendre sur les champs. Donc une ingénierie plus complexe, plus transversale et peut-être donc des métiers, de l'attention accordée à ces compétences humaines. Des outils peut-être qui manquent encore, hein, sur les foncières, sur les EPF. Tous les territoires ne sont pas effectivement couverts par les EPF. On voit quand un territoire est couvert par un EPF qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire plus aisément. Et puis, j'ai trouvé intéressant aussi que tu parles de cette compétition territoriale parce qu'il y a une réalité derrière. Il y a des territoires vertueux et d'autres qui ne le sont pas. Il y a aussi peut-être des territoires qui ont les moyens d'être vertueux, puis d'autres qui sont un peu démunis pour pouvoir être vertueux. Donc, c'est aussi un enjeu de territoire global. Et puis, voilà, je pense qu'on est tous concernés par ces politiques publiques qui paraissent venir de loin, mais qui en fait nous questionnent dans nos modes de vie. Alors, il y a des remerciements dans le chat pour ta présentation, mais par contre, je n'ai pas vu de questions directes à Sylvain. Si vous voulez, On on va peut voir prendre après. une ou deux questions directes à Sylvain. Si quelqu'un souhaite en poser une, il peut se manifester. Si vous permettez, Jean-Paul Lebas, Allez-y, monsieur Lebas. parmi les outils qui ont été présentés, je note l'absence des organismes fonciers solidaires. C'est volontaire ou est-ce que c'est un simple oubli? Non, je ne l'ai pas cité en tant que tel, mais je l'ai cité explicitement 2 fois, c'est-à-dire, sur la question du logement abordable et en termes de foncière. J'ai appelé ça foncière. Mais oui, bien sûr, c'est un des exemples, et pour le coup, peut-être aujourd'hui, c'est le plus opérationnel, même si on est, sur des organismes qui sont naissants, au travers de cette dissociation, alors qui est pas un outil nouveau, mais en tout cas une forme de neutralisation de la question foncière dans l'équation économique de création du logement. À mon sens, ce modèle-là, il peut se déployer sur d'autres objets qui sont des objets aussi socialement importants que le logement abordable, le logement des ménages aux revenus normaux, je l'appelle comme ça, qui est par exemple le commerce de centre-ville. On a le développement d'un certain nombre de foncières, mais aujourd'hui, il faut que ça aille plus loin et il y a il y a des opérateurs qui poussent ça, mais aussi le foncier économique, hein. On n'a pas une nécessité, enfin l'outil, le bâtiment, avoir le bâtiment d'un côté et le sol de l'autre, et finalement gérer un cap à long terme sur le sol économique, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, notamment sur les espaces portuaires. Il y a une intelligence à cette forme d'organisation-là, notamment pour éviter l'enfrichement. Et puis aussi, on a un certain nombre d'opérateurs, notamment privés, associatifs, hein, qui travaillent aussi au travers de foncières, sur la neutralisation de cette équation, cette gestion par le marché de foncier structurel. Et je pense notamment aux espaces agricoles périurbains, avec des foncières agricoles qui viennent à la fois organiser ce foncier, mais aussi de mettre dans les mains d'agriculteurs qui lui gèrent un destin plus pérenne que derrière de l'étalement urbain. Donc, je pense qu'on a besoin de développer très clairement ces outils-là sur l'ensemble de ces espaces qui sont ces espaces critiques. Globalement, on est en train de s'apercevoir, tu parlais tout à l'heure du pétrole, etc., etc. Simplement que le sol, c'est un bien, c'est une ressource limitée, et qu'il y a un certain nombre d'espaces qui sont trop importants pour les laisser gérer uniquement par une régulation par le marché.
Hélène Sergent, Topos. Merci pour votre présentation, c'était très clair, très fluide. J'ai une question par rapport à cet urbanisme circulaire et plus particulièrement par rapport aux problématiques liées à la densification. Parce que je trouve que l'un des arguments qu'on peut contrer à cette qu'on peut faire anti-densification, c'est la volonté de préserver la nature en ville, les espaces verts, etc. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très stérile comme débat de se dire on ne peut pas densifier parce qu'il faut mettre de la nature en ville, mais je suis face à cette question et j'aimerais bien pouvoir en parler avec d'autres parce que je me sens seule face à cette Alors bien question. sûr, on a alors bien sûr, alors là-dedans, si vous voulez, dans le chapitre sur la densification, je dis qu'il faut qu'on densifie plus, mais mieux. Oui. Déjà, moi, je parle de densification. Donc, c'est un processus. Et je rappelle souvent que densifier, c'est par exemple simplement mettre des étages sur les maisons dans les lotissements en Vendée, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville moyenne, c'est pas la ligne 14 du métro parisien, hein. La ville moyenne, c'est pas le Paris haussmannien. Si on prend un morceau de ville moyenne en France, on a quoi? On a un bout de rond-point, on a une clinique vétérinaire, on a un bout de lotissement et on a un R+2 à côté, hein. C'est ça. La ville moyenne, elle est sous-dense, en fait. On a 48% des surfaces artificialisées en ville, en France, qui sont dédiées aux infrastructures routières. Donc, infrastructures routières, parking, etc. On a 18% qui sont dédiés aux bâtiments. Donc, aujourd'hui, si on cherche de la place, on en a, hein. On a encore 50% de l'espace public, hein, donc à Paris, donc pas n'importe où, qui est dédié à la voiture. Donc, on a de la place. Il faut pas oublier qu'on a, voilà, on a deux échelles. On a cette échelle de la planification et on a l'échelle opérationnelle. Moi, dans le chapitre sur la densification, il y a l'interview. Il y a la moitié du bouquin qui est dédié à des interviews. Donc, c'est d'autres gens qui parlent que moi. C'est un écologue, en fait, qui parle dans le chapitre sur la densification. Parce qu'il ne peut pas y avoir de densification bâtie sans densification de nature. Voilà. Et moi, ce que je récuse, c'est les propos qui disent oui, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Non, on a de la place. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, à part dans le cœur de Paris et dans le cœur de certaines métropoles. Et ça, je l'entends tout à fait. Et il y a certains territoires sur lesquels il n'y a pas nécessité et vocation de densifier parce qu'il n'y a pas besoin de construire ou parce qu'il y a déjà trop de minéralisation. Mais très clairement, c'est l'association l'association des deux qui est important. Et là, on revient à la voiture. C'est qu'aujourd'hui, la contrainte à la minéralisation, c'est la voiture, à la fois par ses accès, le stationnement, les dalles de sous-sol ou le parking superficiel. Donc, voilà, c'est là-dessus où il faut qu'on travaille sur les deux axes. Je pense, là, on est en train de faire une impasse sur les débats sur le zéro artificialisation net. Il est en train de se passer un truc, là, on risque de louper un virage sur la loi autour du ZAN, parce qu'on est en train d'associer la question de la lutte contre l'étalement urbain, d'un côté, donc la sobriété foncière à l'échelle de la planification, hein, comment éviter d'ouvrir des zones à l'urbanisation, avec de l'autre côté la lutte contre l'artificialisation des sols. L'artificialisation des sols au sens finalement imperméabilisation des sols, hein, parce qu'on est en train de tomber dans ce type de définition-là, c'est à l'autre échelle, c'est à l'échelle de l'aménagement, c'est-à-dire une fois qu'on a décidé d'aménager un espace, comment est-ce qu'on va réduire le plus possible les surfaces imperméabilisées. Et une fois de plus, hein, la clé, c'est de sortir de la variable la question du stationnement. On va publier la traduction d'un article de Donald Shoup, le pape du parking, sur ces questions-là très prochainement. C'est vrai que c'est un vaste sujet qui vient d'être ouvert, celui de la densité, parce qu'il est souvent l'objet de polémiques au sein des projets, notamment dans les grandes métropoles, où les gens ont le sentiment de souffrir de densité. Il y a eu des travaux très intéressants sur la densité telle qu'elle est perçue par les gens. Je pense à l'Institut Paris Région, en tout cas des études qui ont été faites. Et c'est vrai que la densité urbaine, si on met de côté toutes ces villes moyennes qui offrent beaucoup d'opportunités ou tous ces territoires intermédiaires, elle ne peut certainement aller de pair qu'avec une intensité de nature, et plein de procédés, de possibilités existent certainement pour réinstaurer des écosystèmes de nature en ville et des aménités aussi, qui sont ce que réclament les gens et dont le besoin a été encore exacerbé par l'épisode Covid que nous continuons de vivre. Donc, je vous propose maintenant de passer la parole à Martin Locré de Plateau Urbain,
qui va rentrer plus concrètement dans la nature et la caractérisation des projets d'urbanisme de transition. Merci Myriam de m'avoir invité ce matin. Merci Sylvain pour cette présentation très riche et très intéressante qui en plus m'a offert un très beau lancement vers ce que je vais présenter. J'aime bien quand les transitions sont fluides comme ça. Donc je vais commencer par vous présenter en quelques mots la coopérative Plateau Urbain et ensuite, j'allais dire, contrairement à Sylvain qui nous a offert vraiment une présentation en cinémascope de certains des enjeux, moi je vais vous présenter, j'allais dire, un peu d'acupuncture sur ce qu'on peut essayer de faire de manière très ponctuelle et locale, mais avec un certain effet d'échelle à long terme pour, entre autres, lutter contre tout ce que Sylvain nous a présenté et tenter d'encourager non seulement un urbanisme circulaire, mais aussi une ville un peu plus écologique, un peu plus consciente et un peu plus redynamisée, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, Plateau Urbain, certains d'entre vous le savent, a été fondé en 2013 sous statut associatif. Aujourd'hui, nous sommes une coopérative de 35 personnes. Nous sommes présents physiquement dans 3 villes, à savoir Paris, Lyon et Marseille. Nous sommes également présents en région au travers de collectifs que nous accompagnons. Et je me permets de rebondir également sur un des derniers propos de Sylvain, c'est le fait que nous représentons une grande diversité de métiers et c'est un peu souvent une plaisanterie entre nous, mais beaucoup de métiers qui n'existent pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a chez nous des géographes, il y a des urbanistes, il y a des gens qui ont des métiers qu'on va identifier tout de suite, hein, simplement, ils vont être comptables, ils vont être assistants administratifs, et il y a des gens qui ont des métiers presque qui existent que chez nous, si j'exagérais un petit peu, à savoir qu'ils sont responsables de la coordination entre les structures et les occupants, ils sont responsables, voilà. Donc, mais c'est quelque chose dont on est assez fier parce que voilà, c'est quelque chose qu'on parvient à mettre en œuvre, qui est en mutation permanente et qui pour nous, bah, justement, représente aussi ce que nous essayons de faire, ce que nous essayons de mettre en place et surtout les transformations que nous essayons d'encourager. Voilà. Donc, j'ai cadré cette présentation, bien évidemment, dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui. Et je vais vous présenter ce pourquoi nous sommes connus, qui est l'occupation temporaire de bâtiments, qui est un moyen d'action, qui est également un outil, si on peut dire, au service donc, de cet urbanisme circulaire et et de cette redensification de la ville. Je vais commencer par vous présenter en quoi ça consiste un peu plus concrètement. Et ensuite, je reviendrai sur certains des outils et des pratiques que cela permet de mettre en œuvre et qui vont pouvoir en fait faire école d'une certaine manière, hors parfois de l'occupation temporaire, mais au service de cet urbanisme circulaire et de cette redensification de la ville. Voilà, donc l'occupation temporaire, concrètement, c'est quoi? C'est un point de départ. C'est un point de départ qui était le suivant, c'était lutter contre la vacance immobilière, principalement la vacance immobilière de bureaux. Sylvain l'a dit tout à l'heure, on estime qu'un bâtiment passe environ 10% de son temps de vie à être vide ou inoccupé. Si on le dit comme ça peut paraître peu. En fait, c'est pas ridicule du tout. Si on part du principe qu'un bâtiment ne va pas forcément exister que 15 ou 20 ans, mais que certains bâtiments existent depuis plusieurs centaines d'années. Et si on se concentre sur Paris, ça veut dire plusieurs centaines de milliers de mètres carrés vides ou inoccupés en permanence. Donc, on voit bien qu'il y a un petit souci qu'on peut rapidement identifier, c'est-à-dire que d'un côté, on a des centaines de milliers de mètres carrés qui sont inoccupés, et de l'autre, on a une incapacité totale à accéder à des locaux ou à du foncier pour des structures, pour des entreprises, pour des individus, quels qu'ils soient. Donc, voilà, c'était un peu le constat de base qui a été fait par les fondateurs de Plateau Urbain, qui était de se dire, ça n'est pas normal. Alors, ça n'est pas normal. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Le principe de l'occupation temporaire, on ne l'a pas inventé chez Plateau Urbain. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est quelque chose qui existe depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Et au final, si on était un peu taquin, on pourrait dire que toute occupation d'un bâtiment est temporaire. C'est-à-dire qu'au cours de l'histoire, si on regarde un peu, si on fait un peu d'histoire urbaine, les bâtiments ont connu des changements d'usage, on pourrait dire des changements de destination permanents. C'est-à-dire qu'à certaines époques, ça a pu être des lieux de commerce, à d'autres, ça a été reconverti en habitation. À certains moments, on pourrait s'intéresser au patrimoine religieux, notamment, qui a connu pas mal de transformations.
Voilà, donc l'idée d'occuper temporairement un bâtiment ou de changer son usage d'origine, elle n'est pas neuve. La question, c'est comment aujourd'hui on peut se saisir de cette possibilité, comment on peut se saisir de cet outil pour répondre à un besoin pressant qui est celui d'aujourd'hui. Une des réponses qui a été trouvée à l'époque, c'était de dire qu'il faut trouver des nouvelles façons de faire pour que tout ça, non seulement devienne une pratique qui s'institutionnalise, mais surtout que ça soit fait dans un cadre légal. Puisque notamment une des origines, j'allais dire contemporaines de l'occupation temporaire, c'est le mouvement du squat. Le problème du squat, c'est que, excusez-moi pour cette formule, j'allais dire le problème du squat est qu'il pose beaucoup de problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est entre autres que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas toujours bien vu ni bien accepté, que ça va entraîner malheureusement souvent un problème de dégradation, et surtout qu'on est dans quelque chose qui est souvent de l'ordre du conflictuel. Et quand on est dans l'ordre du conflictuel, c'est dur de faire passer une pratique comme légitime, et c'est dur justement d'essayer de la pérenniser par la suite. Donc l'occupation temporaire telle qu'on la pratique chez Pareto Urbain, et je vais la décrire un petit peu plus, c'est une pratique que nous on estime être dans l'air du temps, où justement se pose cette question d'accès aux bâtiments et aux fonciers. C'est une pratique dans l'air du temps également, parce qu'elle permet de lutter contre quelque chose que Sylvain a évoqué, c'est la division fonctionnelle de la ville et la division fonctionnelle des espaces. C'est-à-dire cette idée qui a émergé au cours des 100 à 150 dernières années, je dirais, qu'on va rationaliser en même temps qu'est née la ville industrielle. Il va y avoir l'endroit où on vit, l'endroit où on produit, l'endroit où on fait tel type de travail de bureau, l'endroit où on apprend, l'endroit où on achète, voilà. Et ça a vraiment pour but, j'allais dire, ça avait pour but de permettre à la ville de mieux fonctionner. Ça a eu pour résultat surtout de paralyser en grande partie la ville, et notamment de la paralyser dans son évolution. Donc c'est une réponse également que l'on tente d'apporter à cette problématique-là. Et surtout, dans le cadre des grands programmes de rénovation ou de développement urbain, ça peut avoir pour intérêt aussi de permettre en fait de tester des usages. Ça a pour but de permettre de faire un nouveau type de préfiguration. Enfin, dans les avantages qu'apporte l'occupation temporaire, il y a le fait finalement qu'on permet d'éviter la dégradation des bâtiments. Quelque chose qui est assez important dans le cadre où on cherche à recycler entre autres les bâtiments ou à refaire la ville sur la ville comme on dit souvent. C'est-à-dire que s'il y a une grosse dégradation et qu'il faut faire tomber le bâtiment pour en construire un nouveau, on n'est pas vraiment dans cette démarche écologique qu'on a évoquée. Alors que si un bâtiment est entretenu, qu'on prévient sa dégradation et qu'on réfléchit simplement à ce qu'il va devenir pour s'intégrer, on est dans quelque chose d'un petit peu plus écologique justement. Alors, je voudrais évoquer tout de suite ce qui est pour nous un des outils essentiels de l'occupation temporaire, c'est la création de la confiance. S'il y a une chose dont on est fier, je pense, tous chez Plateau Urbain, c'est que contrairement à ce qui se passait quand on a commencé l'activité de Plateau Urbain, où il y avait beaucoup de défiance, beaucoup de méfiance, on a réussi à créer de la confiance. Alors non seulement avec le propriétaire, et je vais revenir dans un instant sur comment, mais aussi avec des politiques, avec des décideurs, avec des aménageurs, qui aujourd'hui ne voient plus nécessairement l'occupation temporaire, j'allais dire, comme une espèce de squat qu'on a légalisé, mais comme un vrai outil et surtout comme un vrai moyen de réfléchir à la ville et à sa transformation différemment. Donc cette confiance, on l'a créée entre autres en donnant des garanties aux propriétaires. Ces garanties, c'est simple, hein, c'est la garantie que le bâtiment sera libéré en temps et en heure. Donc voilà, là vous avez un chiffre, c'est 6 occupations terminées, et je dirais terminées sans absolument aucun accroc depuis la fin 2016. C'est le fait qu'on prend, nous, à bail unique, la gestion du bâtiment, qu'on s'engage également à sécuriser et à entretenir le bâtiment. Voilà, c'est la dégradation dont je parlais il y a quelques instants. Plus récemment, qu'on remet une étude d'impact au propriétaire à la fin de l'occupation, dans lequel on lui montre ce que l'occupation a permis de générer comme valeur, donc comme valeur d'usage, comme externalité positive, en quoi elle a permis effectivement parfois même de donner une nouvelle image à un bâtiment devant laquelle parfois même les riverains passaient depuis très longtemps sans savoir ce qui s'y passait, sans parfois même avoir envie de découvrir le bâtiment. Là, ça fait partie des choses qu'on peut mettre en avant. Et enfin, et ça fait partie de cette institutionnalisation dont je parlais, et ça fait également partie de ce qui permet de générer de la confiance, c'est qu'on montre ainsi l'intérêt collectif qu'il peut y avoir pour ce type de projet, et on valorise ces aides de bâtiment au travers de son occupation temporaire, pardonnez-moi. Donc pour faire ça, on s'appuie sur un modèle économique qui est
divisé en quelques grands points. Le premier, c'est qu'il n'y a pas un loyer fixe qui est versé au propriétaire, mais par contre, on s'engage à rembourser tout ou partie des taxes et des charges. Et souvent, c'est là que réside, j'allais dire presque l'intérêt primaire du propriétaire pour le fait de rendre un bâtiment disponible à l'occupation temporaire. Ensuite, selon le type d'occupation, éventuellement, on s'accorde sur la possibilité d'un loyer variable, c'est-à-dire qu'on a des occupations qui, par leur programmation et leur activité, vont générer suffisamment de revenus pour permettre de reverser ce loyer. Et enfin, on s'engage également à faire des travaux d'investissement, donc c'est ce dont on parlait avant, c'est l'entretien et la sécurisation du bâtiment, qui sont bien évidemment proportionnels à la durée de l'occupation. C'est-à-dire qu'une occupation de long terme qui va voir passer beaucoup de structures, beaucoup de personnes, surtout si on est dans le cadre d'un établissement recevant du public, va impliquer des travaux d'investissement plus importants. Alors, je laisserai l'intervenante suivante détailler beaucoup plus en question ces questions, mais on peut également faire ça parce qu'aujourd'hui, on a, à défaut de dire qu'on a un vrai modèle juridique, on a en tout cas les possibilités juridiques de faire ces occupations temporaires. Comment? Bon, déjà, il y a une prise à bail du bâtiment qui est faite par Plateau Urbain. Donc, il y a plusieurs baux qu'on peut envisager en fonction de la situation, en fonction du propriétaire. C'est aussi adapté en fonction de la durée de l'occupation. Nous, on s'engage fermement en tant que mono-occupant sur la durée d'un bail. C'est aussi, encore une fois, ça contribue à cette création de confiance que j'évoquais et à cette impression de sécurité qui va être celle de la part du propriétaire. Et ensuite, nous gérons la sous-location à ce que nous appelons nos occupants. Alors, les occupants, c'est vraiment une vulgate plateau urbain, mais en fait, ce sont toutes les structures et les individus qui vont venir justement faire partie de cette occupation temporaire. Donc maintenant, je vais vous présenter certains des outils et pratiques que nous mettons au service d'un urbanisme de transition et qui sont également au service de cette occupation temporaire. Le premier, c'est notre plateforme. Alors là, c'est un outil, j'allais dire, qui est assez particulier et qui est typique plateau urbain. En fait, c'est nous qui l'avons développé, puisque quand on récupère des bâtiments, parfois de grandes surfaces, de grandes superficies, pardon, il faut pouvoir être capable d'être sûr qu'on va en faire le meilleur usage et qu'on va donner le maximum d'opportunités aux structures et aux individus qui sont demandeurs d'un local à utiliser. Donc, pour faire coïncider cette demande de petite surface avec une offre de grande surface, nous avons développé cette plateforme, qui est la plateforme d'appel à candidature, sur laquelle, en fait, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut renseigner son besoin en espace, en local, en fonction de la superficie, en fonction de l'activité, parce que ça peut paraître enfoncer une porte ouverte, mais si vous fabriquez des canapés, vous n'avez pas du tout besoin du même type de local, ni de la même superficie que si vous êtes couturier, que si vous êtes architecte ou photographe. Donc, il faut faire correspondre simplement voilà, les besoins à ce qui va être de l'ordre de l'offre. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 5700 porteurs de projets inscrits sur la plateforme qui renseignent leurs besoins immobiliers et qui sont donc automatiquement avertis, nous, à chaque fois qu'on rentre un bâtiment, de la possibilité qui va leur être offerte. Nous, ça nous permet également de savoir éventuellement comment on va pouvoir organiser le lieu de l'occupation temporaire, comment on va pouvoir découper en lots en fonction de la demande. Et ça permet surtout, ce qui est très important et pour la viabilité du projet et également pour être sûr que ça continue à répondre à un besoin, de remplir les bâtiments. Donc aujourd'hui, on n'a pas de souci à remplir les bâtiments. Je peux vous dire qu'en général, quand on lance un appel à candidature, c'est assez rapidement, on est débordé et on doit faire ensuite des visites et des sélections. Et c'est toujours un peu le moment crève-cœur parce que tout le monde, au final, a besoin d'un espace. Mais la question, c'est qui en a parfois plus besoin ou quel projet correspond le mieux à ce qui va être le projet de l'occupation. Et donc, vous avez ce chiffre, depuis 2013, Plateau Urbain a mis à disposition 95 000 m² pour les porteurs de projets. Donc, quelque chose que nous cherchons toujours à faire, c'est d'avoir une programmation mixte et solidaire sur le lieu de nos occupations. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, nous cherchons à lutter contre cette division fonctionnelle de la ville et cette division fonctionnelle des espaces. Et nous cherchons à créer aussi des synergies et des écosystèmes. Donc, des écosystèmes au sein des lieux et des écosystèmes entre les lieux. C'est-à-dire que nous cherchons toujours à associer autant que possible différents types d'activités. Donc, ça va être différents types d'activités professionnelles, donc structures de l'économie sociale et solidaire, artisans, acteurs du monde de la culture,
mais aussi ce qui va être de l'ordre de la solidarité au sens accueil de la précarité ou travail social. Je ne reviens pas en détail, mais c'est ce qui a pu se faire notamment au Grand Voisin avec l'association Aurore et l'hébergement. C'est ce qui se fait encore aujourd'hui sur notre site qui s'appelle Les 5 Toits. Voilà. Nous, on estime que cette ville en commun que nous essayons de promouvoir et de créer aujourd'hui, elle passe entre autres par cette mixité et cette solidarité des activités et des personnes que nous accueillons sur nos sites. Enfin, un autre outil que nous essayons de développer et au service duquel nous avons l'impression que l'occupation temporaire se met, c'est la préfiguration. C'est-à-dire que l'occupation temporaire permet de tester des usages, elle permet de mettre, j'allais dire, en adéquation les projets, et elles peuvent également influer sur la programmation des développements futurs. Typiquement, c'est ce qui s'est passé au Grand Voisin, c'est-à-dire que l'écoquartier Saint-Vincent-de-Paul, la programmation a changé en fonction de l'expérience des grands voisins, parce que c'est une expérience d'occupation temporaire qui a permis de mettre en lumière des besoins, qui a permis de mettre en lumière des pratiques des occupants du quartier, et donc des besoins auxquels il fallait répondre. Donc c'est ce que l'on appelle également accompagner la montée en puissance de l'urbanité des lieux. Voilà, c'est qu'est-ce qui fait ville, qu'est-ce qui fait qu'une ville est vivable en fait, et pas que seulement c'est un endroit où on vit. Donc c'est le test de ces usages que nous pouvons faire. Et enfin, donc j'ai commencé à en parler, quelque chose que nous développons de plus en plus, c'est mesurer l'impact des projets immobiliers solidaires. Donc impact, ça sonne un peu violent, mais en fait, ce qu'on essaye de voir, c'est quelles sont les externalités positives qui sont créées par ces lieux. Encore une fois, c'est dire comment on passe d'une valeur qui est une valeur absolue, qui est une valeur, j'allais dire, en monnaie sonnante et trébuchante, à une valeur d'usage, à une valeur humaine, à une valeur citoyenne des projets. Ça, voilà, c'est quelque chose, on commence à avoir un petit peu de recul dessus maintenant. On met en place des processus pour pouvoir suivre ça. Et de plus en plus, voilà, aujourd'hui, on le fait sur chaque bâtiment. Mais c'est comment on capitalise au long terme sur ces externalités, tant économiques qu'extra-économiques qui sont produites, et comment, au final, on se met à réfléchir directement à ce qu'est la valeur d'un bâtiment, à ce qu'est la valeur d'un projet urbain, et donc des actions qui doivent être mises en place pour promouvoir cette urbanité des lieux, comme je le disais avant. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Nous avons essayé l'an dernier de réfléchir à ça et surtout de le cristalliser au travers de cette charte des valeurs qui est la nôtre. Donc pour créer des lieux de ville en commun, donc tout part d'une implication collective et nous avons identifié 3 valeurs qui sont selon nous nos valeurs clés. La première, c'est l'expérimentation. Donc c'est à la fois ce que nous continuons à faire au quotidien, c'est-à-dire que chaque nouveau site d'occupation est un site d'occupation différent des précédents. On tente des nouvelles choses. Alors on tente des nouvelles façons de monter le projet, on tente des nouvelles façons de faire cohabiter les occupants au sein du lieu. Voilà, on tente de travailler avec de nouvelles personnes. Et on permet également l'expérimentation, c'est-à-dire des structures qu'on accueille. On dit voilà, qu'est-ce que vous avez à proposer, qu'est-ce qui peut être nouveau et qu'est-ce que vous allez surtout pouvoir apporter à ce projet. Et donc expérimenter également, comme vous pouvez le voir, c'est bien marqué dessus, usage, extra-marchand, valeur d'usage. C'est la diversité, donc la diversité des projets, la diversité des modèles économiques qu'on met en avant. C'est la diversité des territoires également sur lesquels nous nous implantons, puisque même si, comme je l'ai dit au départ, on est principalement basé à Paris avec aujourd'hui un site à Lyon et un site à Marseille, de plus en plus on accompagne des collectifs en région, on essaie d'accompagner des collectifs dans des territoires qui sont peut-être moins cette notion de la grande ville, et notamment Sylvain a très bien mis en avant tout à l'heure l'importance des villes moyennes. Voilà, ça fait partie de notre réflexion et surtout de ce qu'on cherche à comprendre, comment on peut accompagner aussi dans d'autres contextes territoriaux et comment on peut y répondre à d'autres besoins. Diversité également des occupants, hein, bien évidemment, puisque comme je l'ai dit, on essaye d'avoir toujours cette richesse sur nos occupations temporaires. Et enfin, cette notion de la solidarité. Donc, c'est la solidarité entre les structures occupantes, c'est la solidarité envers les plus fragiles. Donc, comme je l'ai dit, nous essayons toujours autant que possible d'avoir des occupations mixtes avec notamment des acteurs qui se tournent vers la précarité et vers les plus fragiles. C'est la solidarité entre les occupants, notamment avec des systèmes de péréquation, c'est-à-dire qu'on a des structures qui parfois acceptent de payer un peu plus cher pour permettre à des structures qui en ont moins les moyens, mais qui ont aussi besoin d'un local pour se développer et pour
pour croître, de pouvoir avoir accès à un local. Et voilà, c'est ça. Désolé, je me perds. Donc, implication collective basée sur la solidarité, la diversité et l'expérimentation. Tout ça justement pour tenter de faire cette ville en commun que l'on souhaite un peu plus dense, un peu plus riche et surtout un peu plus écologique. Mais merci beaucoup, Martin, pour cette présentation très claire et qui permet de donner une vision un peu simplifiante et éclairante du fourmillement d'initiatives et d'idées qui existent non seulement en France, mais dans pas mal de pays européens ou ailleurs, sur cette nouvelle approche qui vise justement à optimiser un peu les espaces de la ville, mais aussi les temps de la ville. Et c'était extrêmement intéressant. Moi, je note qu'il y a aussi une véritable mutation, puisqu'on a connu, tu le disais, ça historiquement, mais on était un peu sur des logiques d'activisme, de squat, qui existe encore, hein. Il y a encore en ce moment à Paris un squat qui fait un peu la une, mais qu'on est en train de quitter ce domaine-là pour aller vers des choses qui s'organisent, qui se régulent. Et ce qui est très important que tu as cité, c'est cette capacité d'opérateurs tels que vous, puis qui intègrent des nouveaux métiers, de créer cet espace de confiance finalement qui permet de discuter avec, je veux dire, les acteurs classiques qui font la ville, des équipes d'élus, des aménageurs, des promoteurs, des propriétaires fonciers, et c'est très intéressant. Alors, je vais passer la parole. Moi, j'ai une question quand même à te poser. La plateforme que vous mettez en place pour les appels à candidature, pour voilà, ces espaces, est-ce que c'est quelque chose qui n'existe que sur Paris ou est-ce qu'on a ça dans les régions? Est-ce que vous-même, vous intervenez dans la région ou est-ce que vous avez des personnes qui font ce travail un peu similaire? Alors, je ne veux pas dire de bêtises. À ma connaissance, cette plateforme, c'est vraiment quelque chose de pionnier. Ou tout du moins, s'il y en a une autre, un équivalent similaire, et je m'excuse platement auprès de la structure qui l'aura mis en place, je n'en ai pas connaissance. Nous nous en servons pour les projets que nous avons, comme je l'ai dit, en gestion directe, et donc c'est sur Paris, sur Lyon et sur Marseille. Voilà. S'il y a dans d'autres métropoles et dans d'autres territoires une plateforme similaire, déjà j'en suis ravi, parce que c'est super. Mais je n'en ai malheureusement pas connaissance. Ensuite, on accompagne des collectifs plus en région. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pour but, j'allais dire, d'avoir monopole sur l'occupation temporaire, absolument pas. Nous, il se trouve que voilà, Plateau Urbain s'est développé comme ça. Effectivement, hein, c'est pas un gros mot de le dire. On est essentiellement basé en Île-de-France et donc essentiellement parisien à plein d'égards. Parce qu'on avait des structures dont on était partenaire historiquement, on a eu des opportunités d'aller explorer d'autres territoires, donc Marseille et Lyon, comme je l'ai dit. Et donc, on a pu mettre cet outil au service des projets dans ces territoires. Ensuite, on n'a pas pour but d'avoir un plateau urbain dans chaque ville, parce que déjà, on estime que ce qui compte, c'est aussi que les projets soient menés par des acteurs du territoire, des gens qui connaissent le terrain et qui savent donc à quels besoins il faut répondre. Des gens, parce que j'allais dire, le génie propre d'une occupation temporaire, c'est de répondre aux besoins du territoire, comme je l'ai dit, mais aussi de savoir avec quels acteurs locaux il faut travailler. Qui sera à même de faire vivre ce projet et qui sera à même d'en connaître les complexités. Donc c'est pour ça qu'effectivement, dès qu'on sort de ces zones urbaines que nous connaissons, eh ben, en général, c'est soit on nous appelle, soit c'est nous qui nous disons il y a quelque chose d'intéressant à faire, mais ce n'est pas forcément un plateau urbain de le faire directement dans D'accord, très dans ce bien. territoire auquel cas nous accompagnerons. Mathilde Steinauer qui demande comment vous trouvez les lieux à occuper temporairement. Est-ce que vous avez des méthodes, une observation? Et il y a aussi Karl Dupeux qui demande est-ce qu'on demande une durée minimale de mise à disposition aux propriétaires de bâtiments? Alors oui, je vais répondre aux deux en même temps et en deux temps. Alors, parce qu'en fait, il y a quelque chose de commun aux deux réponses que je vais faire, c'est que ça a énormément changé au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'au début de Plateau Urbain, c'était vraiment un travail, j'allais dire, de recherche et voilà, il fallait savoir, il fallait se tenir au courant, il fallait aller tirer les sonnettes, hein, plus ou moins littéralement, pour savoir. Et donc, est-ce que
par hasard, vous auriez des bâtiments qui vont être vides? Est-ce que vous êtes au courant que ce bâtiment-là va se libérer? Vous savez à qui on pourrait s'adresser pour essayer de faire quelque chose? Je veux dire, ça, c'était vraiment les débuts de Plateau Urbain avant que les premières grandes réalisations, notamment celle des grands voisins, qui nous a énormément aidé à nous faire connaître, aider à acquérir, comme je l'ai dit, cette crédibilité, cette confiance se fasse. Aujourd'hui, on a la chance que souvent on nous appelle. Je veux dire, c'est un peu comme ça, surtout sur Paris où on commence à être un peu connu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout un travail de démarchage à faire, hein, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se tenir au courant, ça ne veut pas dire qu'il… Voilà. Mais on a cette chance aujourd'hui que régulièrement, on nous appelle. Ça peut être un groupe, ça peut être un propriétaire qui va nous dire, écoutez, voilà, je sais que vous faites de l'occupation temporaire, on a un bâtiment qui va se libérer, alors ça peut être en attendant d'être rénové, ça peut être en attendant malheureusement parfois d'être détruit, mais bon, on va nous dire, écoutez, voilà, il va y avoir une vacance, et est-ce que vous pensez que la vacance de ce bâtiment pourrait se prêter à un projet d'occupation? Donc nous ensuite, ça va être une étude ad hoc, au cas par cas, est-ce que c'est possible ou pas? Mais voilà, c'est une chance qu'on a aujourd'hui. Et pour la durée de l'occupation minimum, alors je vais faire une réponse qui est un peu la même. Ça a été de dire qu'au tout début, voilà, on a pu prendre des projets qui étaient plus courts aussi, il n'y avait pas forcément de durée, c'est-à-dire que toute opportunité était une opportunité. Aujourd'hui, on continue de tenter de pouvoir répondre, mais on commence aussi à réfléchir au fait qu'il faut qu'il y ait une durée minimum. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je parlais tout à l'heure de ces métiers et de ces façons de faire qu'on invente, on y participe. C'est qu'un projet d'occupation temporaire, pour que ça marche, comme c'est déjà très limité dans le temps, il faut que ce que nous on appelle l'activation du bâtiment, c'est-à-dire sa mise en œuvre et son investissement par les occupants, soit un processus très rapide, que ça puisse, une fois que l'occupation est en place, durer le plus longtemps possible, et que, comme je l'ai dit, puisqu'on s'engage à rendre les clés du bâtiment et le bâtiment à date, il faut qu'à la fin, la période, j'allais dire, où on abandonne le bâtiment, on le vide, elle soit très rapide également. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que du côté de la gestion du site, notamment des gestionnaires de site, de notre équipe technique, il faut que ça aille très vite. C'est beaucoup de travail très intense sur des périodes réduites. Et on se rend compte, à côté de ça, que comme ce que l'on cherche à encourager sur tous les bâtiments, c'est la création d'une communauté, c'est-à-dire que vraiment, on encourage l'autogestion de la part des occupants, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce que vous avez envie que ce bâtiment devienne? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de porter comme projet? Quelle synergie vous voulez mettre en place? Et ça, c'est un processus qui est long, qui est beaucoup plus long qu'on pourrait le croire, c'est-à-dire que ce n'est pas en 2 à 3 semaines où ils arrivent, ils font connaissance, et puis au bout de 3 semaines, ils fonctionnent. Ça prend du temps, il faut que les gens apprennent à se connaître, il faut que les gens identifient quels sont leurs points d'accroche, leurs synergies, comment ils peuvent fonctionner ensemble. Et donc, quand on met ces deux éléments-là dans la balance, c'est-à-dire le temps de montage, le temps de démontage et le temps de création d'une communauté, pour qu'une occupation temporaire, j'allais dire, révèle tout son potentiel et permette d'en faire ce qu'on en attend, on ne peut pas le faire en 3 ou 4 mois. C'est aussi simple que ça. Sinon, c'est trop dur de notre côté et ça ne permet pas la création de cette dynamique. Donc effectivement, alors voilà, maintenant après on négocie toujours, on s'intéresse à tous les projets parce qu'il peut toujours y avoir quelque chose à faire, parce qu'il ne vous échappera pas que si c'est juste du bureau, alors quand je dis bureau, c'est pas forcément dire que du travail administratif, hein, mais c'est-à-dire que les occupants vont faire, par exemple, on va avoir une couturière, un architecte, bon, c'est une modalité de bâtiment dans laquelle il est un peu plus facile de faire connaissance. Si on associe à ça vraiment des artistes, des artisans, un projet d'hébergement d'urgence, c'est un fonctionnement qui est beaucoup plus complexe à mettre en place pour qu'il devienne organique, et donc ça prend plus de temps. Voilà. Je voudrais passer maintenant la parole à Chloé Bruno. Chloé, donc si tu es prête, tu peux peut-être partager ton écran et lancer ta présentation. Donc Chloé qui a ceci d'intéressant qu'elle est donc en travail de thèse et qu'elle approfondit, y compris dans des aspects très techniques et juridiques, tous les aspects de la réversibilité qui sont une des dimensions importantes des logiques d'optimisation des espaces et du foncier. Bonjour à tous, merci Myriam pour l'invitation et merci aux précédents intervenants pour leur présentation claire et précise et concise. Voilà, donc je vais me représenter rapidement. Donc, je suis doctorante ADEM à l'Université de droit et de sciences politiques de Nantes,
au laboratoire de recherche droit et changement social depuis fin 2018. Je traite dans ma thèse des aspects juridiques de la réversibilité d'aménagement. Et par ailleurs, je suis associée donc à un programme de recherche qui s'appelle le programme Réveil, financé par l'ADEME, sur le sujet de l'urbanisme réversible au sein des zones interstitielles, avec divers partenaires, donc le bureau d'études Auxilia, Atmosphère Architecture, AgroCampus Ouest et l'école d'ingénieurs de la ville de Paris. Donc, vous pouvez le voir, le titre de ma thèse, qui est provisoire, hein, c'est de la réversibilité des aménagements à la flexibilité des territoires, contribution juridique à la réversibilité. Donc, cette thèse vise à consacrer, sous des aspects juridiques, une approche environnementale, voire écosystémique de la réversibilité d'aménagement. Donc, pour cela, je m'appuie particulièrement sur deux principes essentiels du droit de l'environnement, le principe de précaution et le principe de prévention qui ont été constitutionnalisés par la Charte de l'environnement en 2004. Donc, à travers le principe de précaution est consacré le principe de réversibilité des décisions et actions des autorités publiques en cas de risque de dommages graves et irréversibles sur l'environnement. Donc, on peut penser donc, au stockage réversible des déchets radioactifs, par exemple, et le principe de prévention qui vise à prévenir les dommages importants connus sur l'environnement, qui traite aussi par certains aspects de la réversibilité environnementale. On peut penser à l'exemple de la remise en état des carrières. Donc, l'artificialisation des terres contribue, on le sait, fortement à l'accélération actuelle du réchauffement climatique. Cette artificialisation contribue également à l'appauvrissement de la biodiversité de manière grave et irréversible. Donc, on peut se poser la question, n'est-il pas temps de prendre des mesures réversibles en matière d'aménagement, d'occupation du sol et de l'espace, afin de prévenir les conséquences du changement climatique? On peut penser aux inondations, au risque de submersion, et préserver aussi nos espaces et le sol sur le plan écosystémique. Donc, la réversibilité, finalement, s'inscrit dans un objectif de réduction, dans la séquence dont parlait tout à l'heure Sylvain Grisot, qui est éviter, réduire, compenser. Donc, du coup, on va... Voilà. L'approche de la réversibilité d'aménagement, donc selon une déclinaison d'échelle, hein. Donc, effectivement, la réversibilité d'aménagement est actuellement centrée autour du bâti réversible. Au-delà de cette échelle, voilà, il y a deux autres échelles qui peuvent être consacrées, mises en exergue. Donc, on pense à la réversibilité d'implantation et la réversibilité territoriale. Donc, je vais vous détailler chacune de ces déclinaisons de la réversibilité d'aménagement. Donc, tout d'abord, la réversibilité du bâti. Donc, elle revêt deux formes distinctes, la réversibilité fonctionnelle et la réversibilité constructive. La réversibilité fonctionnelle se définit au travers de la capacité d'un bâtiment à changer facilement d'usage, de fonction, de destination, du fait de sa conception qui minimise par anticipation le coût et l'ampleur des adaptations. Donc, Sylvain Grisot en a parlé tout à l'heure. Voilà, je pense que cette réversibilité-là, qui est une réversibilité fonctionnelle ou d'usage, est assez connue. Et puis, une autre réversibilité, enfin une autre forme de réversibilité du bâti, c'est la réversibilité constructive, qui peut se traduire par la capacité d'un bâti à être facilement démonté, transporté, déplacé. Donc, tout d'abord, la réversibilité du bâti. Donc, comme je vous l'ai dit, la réversibilité fonctionnelle connaît un essor important sur le plan technique comme sur le plan juridique depuis la loi Elan particulièrement. Elle est un outil important dans la lutte contre l'obsolescence du bâti, contre l'étalement urbain. La réversibilité constructive, finalement, donc la deuxième forme de réversibilité du bâti, on est abordé par le droit que sous l'angle jurisprudentiel, dans le cas de jugement en référé, suspension, qui apprécie le caractère réversible des travaux autorisés, qui finalement permet de qualifier ou non l'urgence de suspendre ou non l'acte administratif dans l'attente d'un jugement au fond. Alors, je sais que c'est assez technique, mais c'est important. Donc, du coup, on regarde la jurisprudence donc, du juge des référés sur la question. Donc, le caractère réversible sur le plan du bâti est apprécié selon la nature démontable, déplaçable, transportable de la structure, sur des critères qui ne sont pas sans rappeler ceux qui sont utilisés par le juge civil dans son appréciation du caractère meuble ou immeuble d'un aménagement. Les critères d'appréciation sont complexes. La nature du bâti
du coup, apparaît complexe. Certaines constructions, selon le droit de l'urbanisme, qui sont donc des constructions selon le droit de l'urbanisme, pourraient être qualifiées de biens meubles par le droit civil et pourraient posséder un caractère réversible. Ce qui induit finalement une large diversité aussi dans le régime juridique de ce bâti à caractère réversible. Voilà. Donc, toutefois, sur le plan technique, il apparaît important de distinguer plus simplement, au-delà des ouvrages à caractère réversible, des ouvrages à potentiel réversible, qui incluent ces ouvrages à caractère réversible, mais qui vont aussi plus loin, qui incluent ceux qui sont peut-être moins réversibles, mais finalement, dont les modalités juridiques d'implantation possèdent une dimension réversible importante. On le verra tout à l'heure. Donc, les particularités de ces ouvrages à potentiel réversible touchent à ce qu'elles possèdent un risque d'artificialisation moins important par nature. Cependant, il s'agit d'intégrer également les dimensions de recyclabilité des matériaux du bâti et d'autonomie des réseaux pour asseoir une réelle approche environnementale de la réversibilité du bâti. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui est encore totalement intégré. On le voit un petit peu dans tout ce qui est économie circulaire, urbanisme circulaire, mais ce n'est pas encore tout à fait intégré. Donc, je vais passer à la diapositive suivante. Voilà, je voulais faire un petit focus sur la réversibilité constructive avec une présentation des exemples de typologie architecturale identifiées. Donc, en fait, c'est en fonction des modalités techniques, des accroches au sol, des matériaux utilisés également qu'on va qualifier de ces ouvrages. On va qualifier ces ouvrages d'ouvrages à potentiel réversible. Donc, on peut penser évidemment aux modulaires, aux flottants, aux démontables, mobiles, du coup aux structures aussi fixes, évolutives qui vont s'intégrer parfois dans du bâti existant. Voilà pour la réversibilité du bâti. Voilà, je souhaite présenter maintenant la réversibilité d'implantation. Donc finalement, c'est la capacité à dissocier le sol du bâti, à modifier l'implantation d'un bâtiment à partir de modalités juridiques spécifiques qui touchent à l'assiette foncière. On peut distinguer dans cette réversibilité d'implantation la réversibilité programmée et la réversibilité de principe. Donc, pour la réversibilité d'implantation, donc l'implantation programmée, c'est une implantation à durée limitée et ou prédéfinie. Donc, évidemment, programme constructif, temporaire ou transitoire. Donc, on peut... Pardon, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, effectivement, il existe des outils, des dispositifs juridiques spécifiques. Donc, en matière de droit de l'urbanisme, on peut penser au permis à titre précaire, au permis saisonnier, ou également encore aux dispositifs qui permettent une implantation limitée d'1 an, par exemple, donc l'article R 421-5 du Code de l'urbanisme, donc notamment sur du logement d'urgence, etc. Donc, et puis aussi donc, sur les autres branches du droit, donc on peut penser tout à l'heure, l'intervenant précédent en a parlé un petit peu, hein, convention d'occupation précaire, convention d'occupation temporaire, AOT, hein, et constitution éventuellement aussi d'usufruit temporaire. Donc une approche environnementale de la réversibilité d'implantation au nom du principe de prévention pourrait nous pousser à abonder dans le sens d'une réelle remise en état écosystémique du terrain d'assiette in fine, par l'initiative d'une étude environnementale préalable, parce qu'aujourd'hui, la remise en état initiale, lorsqu'elle est consacrée, on peut penser par exemple au permis à titre précaire ou permis saisonnier, est principalement centrée autour des aspects paysagers plutôt simples. Donc, Excuse-moi, Chloé, on t'entend un peu moins bien. Est-ce que tu t'es éloignée de ton micro, peut-être? Non, pas du tout. Voilà, peut-être là, ça sera mieux. Là, c'est mieux. Oui, merci. Je vais peut-être me rapprocher. Parfait. Donc, effectivement, voilà, donc l'implantation programmée, donc pour essayer d'aller vers une approche plus écosystémique de cette réversibilité d'implantation programmée. Voilà, je vais voilà un petit schéma qui finalement fait un petit focus sur l'approche environnementale de la réversibilité d'implantation. On le voit, le patrimoine, une coopération, une réversibilité anticipée, un cadre juridique adapté, une évolution, une réutilisation pour retrouver un patrimoine écosystémique de départ, ou en tout cas qui n'a pas été endommagé. Donc, au-delà de cette réversibilité d'implantation programmée,
Donc, il y a l'implantation réversible par principe. Donc, la définition, finalement, c'est qu'elle permet, donc, par des dispositifs juridiques, une implantation spécifique d'ouvrages à potentiel réversible sans durée d'implantation prédéfinie. Donc, on peut penser, par exemple, en matière de droit de l'urbanisme, à l'aire d'accueil des gens du voyage, hein, donc, qui par principe, accueille des habitats mobiles, au parc résidentiel de loisirs, au STECAL, donc c'est un dispositif particulier dans le droit de l'urbanisme, démontable, aux espaces remarquables aussi, l'article R 121-5 du Code de l'urbanisme, donc qui impose finalement l'implantation d'aménagements légers. Et tous ces dispositifs sont identifiés au PLU. Donc ça, c'est pour le droit de l'urbanisme. D'autres dispositifs juridiques existent. Donc dans les autres branches du droit, on pense en termes de baux, par exemple, avec des baux avec constitution de droit réel, au bail amphithéotique, etc. Et donc, finalement, les dispositifs juridiques existent et il s'agit également d'intégrer une approche plus écosystémique de cette réversibilité d'implantation par principe, donc toujours en essayant de limiter l'artificialisation, en intégrant des clauses de remise en état, par exemple dans les baux amphithéotiques, et au regard d'un état environnemental initial. On peut également penser à des dimensions de propriété collective, par exemple une SCI avec un règlement intérieur qui est attaché à la réversibilité du bâti, avec un cahier des charges écosystémique, par exemple. Donc voilà pour la réversibilité d'implantation. Donc on peut faire un petit focus sur certaines modalités techniques de la réversibilité d'implantation. Là, c'est l'exemple d'une classe démontable à Brain-sur-Longuenay, en Maine-et-Loire. Et donc, on voit bien que cette classe démontable, donc, oui, est facilement déplaçable, démontable. Et donc, c'est une forme de modulaire en écohabitat, avec des dispositifs, du coup, de baux, etc. Donc, pour poursuivre, donc, on pourrait parler de la réversibilité territoriale, qui est finalement la capacité du territoire à intégrer une dimension réversible. Donc, on peut parler donc de planification de la réversibilité, voire d'une réversibilité de la planification. Donc, cette réversibilité territoriale, finalement, par principe, c'est une déclinaison selon les usages, c'est-à-dire on a besoin à un moment donné d'un bâti pour répondre aux besoins en équipement, par exemple, d'une commune. Donc, on peut penser à un EHPAD ou un logement pour les personnes âgées. Et à un moment donné, ce logement est devenu inadapté, donc il peut être déplacé et mis à un autre endroit, à l'échelle de la communauté de communes, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, ce sont des choses qui existent, et donc c'est surtout pour l'usage qu'on utilise cette réversibilité territoriale. On peut penser aussi aux zones d'activité réversibles. Donc là, l'exemple, c'est le siège social au Pont de C d'une entreprise. Donc finalement, le bâtiment est démontable. On a limité aussi l'artificialisation au sol pour éviter d'artificialiser, donc pour permettre quand même aux transporteurs, aux camions de faire demi-tour, etc. Et donc, c'est intéressant à la fois pour les collectivités et puis également pour l'entrepreneur. Ça évite Donc, ça permet finalement de répondre aux besoins changeants, de pouvoir démonter, changer, et ça ne laisse pas de friche de zone d'activité, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est très prégnant. Donc, par exception, en dehors donc, de cette réversibilité territoriale finalement qui va basculer sur des usages, sur un besoin, un changement sur les usages, il y a des expérimentations sur les aspects environnementaux. Donc, par exemple, dans la gestion du risque littoral, alors on a une expérimentation assez significative, c'est le cas d'étude de Lacano, donc, qui en fait va, dans son PLU, intègre la création d'un secteur réversible UEBL sur une zone déjà urbanisée du front de mer de la commune, dans un contexte de risque d'érosion côtière. Ce secteur autorise uniquement les implantations nouvelles de bâtis temporaires ou précaires, considérés comme réversibles, afin de répondre à l'aléa d'érosion évalué à 15 ans.
L'originalité de cette initiative, finalement, c'est la temporalité limitée des constructions qui impose une réversibilité programmée d'implantation avec la délivrance de permis temporaires à titre précaire, saisonnier. Donc finalement, cette initiative intervient finalement dans le cadre d'une obsolescence du PPRL dans l'attente d'une réécriture de celui-ci. Ensuite, il y a aussi une autre initiative de la réversibilité territoriale qui est pour la préservation de l'intégrité du sol. Donc, on peut parler de l'exemple de la Boissière-sur-Èvre, avec la création d'un secteur 1 à URJ et d'une OAP réversible. Donc, nous sommes en 2015 dans le petit village de la Boissière-sur-Èvre en Maine-et-Loire, petite commune qui compte environ 400 habitants. À cette époque, un projet majeur mobilise les élus, la création d'une commune nouvelle, Montrevaux-sur-Èvre, et par incidence l'élaboration d'un PLUI, futur PLU de la commune nouvelle. Une étude de réhabilitation du centre-bourg de la Boissière est commanditée par le PCI. Cette étude est menée en co-conception avec les acteurs et plus largement avec les habitants de la commune. Elle permet de mettre en lumière plusieurs problématiques majeures sur le plan de l'aménagement et conduit à l'intégration donc de la réversibilité au sein du futur PLU par le biais d'une OAP, orientation d'aménagement et de programmation, réversible et d'un secteur 1 à URJ au règlement. L'objectif donc est de préserver l'intégrité des jardins tout en mobilisant tout en permettant finalement de répondre aux besoins en équipement de la commune déléguée de la Boissière-sur-Èvre. Alors, hop, voilà la diapositive suivante. Donc, l'objectif de cette intégration de la réversibilité est mentionné au sein de l'OAP et décliné en deux orientations. Mettre en œuvre un processus d'aménagement innovant car réversible et participatif, et permettre la réalisation d'aménagements et de bâtis adaptables et évolutifs en fonction des besoins, et valoriser les jardins existants, préserver leurs intégrités entre l'école et le bourg. Donc, les modalités de mise en œuvre sont inscrites au règlement du secteur 1 à URJ. Donc, 1 à URJ, c'est un secteur à urbaniser réversible sur jardin. Vous pouvez le voir aux côtés de l'OAP. Donc, le secteur considéré prévoit la conception de bâtiments réversibles en vue de permettre la transformation et le changement de destination des constructions pour répondre à l'évolution des besoins et usages dans le temps. Et en fait, elle prévoit aussi, donc, le règlement de ce secteur prévoit également la restitution en fin d'utilisation sous forme de jardin ou d'espace vert. Donc, voilà pour la réversibilité territoriale. Et toutes les formes de réversibilité ont finalement décliné à partir de la réversibilité d'aménagement. Donc, au sein de ma thèse, maintenant, j'essaye de travailler sur des exemples de propositions, en tout cas juridiques, qui sont à l'étude. Donc, des mesures incitatives, on peut penser à la réduction des taxes d'aménagement, peut-être mettre en place des expérimentations territoriales sur la réversibilité d'aménagement global, pourquoi pas la création d'un label réversible. Également, prévoir une sensibilisation à la création de secteurs réversibles de projets au PLU sur des friches, donc des OAP réversibles, comme nous l'avons vu pour la Boissière, mais également des AC, pourquoi pas des AC réversibles. Et au-delà des mesures incitatives, il est important de prévoir des mesures impératives pour renforcer les réversibilités du bâti et les réversibilités d'implantation. Donc, on peut penser à la réglementation environnementale 2021 là, qui devrait arriver, peut-être la renforcer sur le plan écosystémique, voire créer des servitudes environnementales pour protéger les haies, enfin tous les services écosystémiques, créer pourquoi pas des autorisations d'urbanisme spécifiquement réversibles et également favoriser la création de secteurs réversibles au règlement du PLU sur des zones non artificialisées. Donc, on peut penser par exemple aux zones agricoles ou aux zones à urbaniser. Pour les zones agricoles, c'est par exemple pour l'implantation des maisons d'agriculteurs ou des bâtiments d'exploitation qui pourraient du coup faire l'objet d'une opération de réversibilité d'aménagement. Voilà. Donc, je vais terminer ma présentation par une petite conclusion. Donc, le bâti réversible connaît un engouement certain aujourd'hui. Au-delà de ce concept, la réversibilité d'aménagement dans son approche environnementale doit être consacrée plus largement.
Le droit peut faire figure de déclencheur en la matière. Le concept d'urbanisme réversible et ses mécanismes juridiques apparaissent notamment essentiels en ce qu'ils œuvrent dans le sens d'une capacité à changer facilement la destination du sol et de l'espace sous un prisme écosystémique, donc limitation de l'artificialisation des sols, et donc l'objectif dans un objectif, pourquoi pas, de zéro artificialisation nette. Dans quelle mesure donc allons-nous nous saisir de la réversibilité d'aménagement comme d'un outil en faveur d'une plus grande flexibilité et protection des territoires, plus largement, voire même dans l'optique d'un aménagement durable des territoires. Voilà, le futur nous le dira. Merci à vous. Merci beaucoup à toi, Chloé. C'était très dense et très intéressant. Très intéressant parce qu'on rentre dans ce qui fait une grande partie du métier des urbanistes dont je suis, c'est de trouver les moyens légaux, juridiques qui permettent d'autoriser, d'avancer sur ces choses-là. Et tu as beaucoup parlé d'expérimentation. Alors aujourd'hui, il y a comment dire, un fourmillement de projets autour de l'habitat léger temporaire qui se heurtent pour beaucoup de porteurs de projets au maquis des règles, des lois, et qui est aussi une vraie difficulté pour les élus et pour les services instructeurs des communes. Et on voit bien que c'est un champ que tu as eu l'intérêt là de commencer à essayer d'éclairer. Autre sujet, c'est dans cette notion de réversibilité, la réversibilité qui vise à maintenir des réels services écosystémiques, pas simplement des réversibilités d'usage, mais des réversibilités de réintégration des fonctions écosystémiques ou de maintien. Puis tu annonces quelques pistes de travail intéressantes pour des modifications peut-être réglementaires ou de façon de faire, des autorisations d'urbanisme spécifiques. Et tu ouvres le champ avec quelques exemples de l'intégration de cette notion de réversibilité dans les documents de planification. Je ne pense pas que ça soit encore beaucoup répandu, mais c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question. Donc, je pense que ta thèse va être très éclairante par rapport à tous ces sujets et merci beaucoup. Est-ce que dans nos participants, il faut en profiter, vous avez des questions ou des remarques à faire par rapport à ce sujet complexe mais un enjeu actuel? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Je veux bien prendre la parole, Myriam, Vas-y, Lucien. si vous voulez bien. Bon, d'abord, cet exposé m'a beaucoup intéressé et je partage tout ce que tu as dit. Je voudrais ajouter sur le plan juridique et sous le contrôle de Marc Kaczynski que ça me paraît un sujet, il me semble qu'il y a des pistes à approfondir, que nous pourrions approfondir après avoir pris connaissance de la thèse de Chloé Bruno avec nos partenaires de l'ADEME. Il y a des sujets que nous pourrions approfondir dans le comité juridique de l'IFTI. Le comité juridique de l'IFTI travaille déjà sur des sujets tels que l'utilité publique du foncier. Et moi, je m'intéresse en particulier, pour l'avoir pratiqué dans mon passé en DDE, des DTM, DRE, au problème des documents d'urbanisme. Comme tu l'as dit, Myriam, on commence à voir apparaître une réversibilité, disons, anticipée dans les documents d'urbanisme, mais ça débouche sur des questions beaucoup plus complexes que j'appellerais presque l'hystérésis des documents d'urbanisme, c'est-à-dire la réversibilité des documents eux-mêmes qui sont dans leur élaboration une procédure très lourde, y compris d'ailleurs pour les phases de concertation et de dialogue avec le public. Alors après, comment peut-on anticiper une réversibilité dans les phases de révision, de modification, etc. Ça me paraît des sujets tout à fait importants à approfondir. Exactement, merci beaucoup. Oui, c'est tout à fait une question essentielle, tourne autour de l'instruction notamment des permis de construire, donc les documents qui sont finalement presque pour chaque permis qui sont demandés sont les mêmes. Donc, dans quelle mesure on peut demander des documents complémentaires pour finalement comment dire, des permis qui seraient réversibles. Donc, voilà, c'est toute la question. Peut-être on peut donner la parole à Monsieur Valk du Conseil de développement de Nancy parce qu'il faisait des remarques sur l'exemple de Lacano
avec une vision, on va dire, un peu partagée. Est-ce que, Monsieur Val, que vous êtes là? Je suis là, je suis là. Non, c'était une remarque qui était un petit peu chafouine, parce que je suis sur Nancy et Lacado. Et actuellement, là, je suis à Lacado, donc je connais bien le travail du PLUI qui a été mené par la commune, qui était un travail d'ailleurs mené par les services, qui était vraiment très, très intéressant, très, on va dire, empathique vis-à-vis des citoyens. Seulement, la réalité de Lacado, du trait de côte et compagnie, tempête après tempête, est ce qu'il est. L'ambition est ce qu'elle est, mais la réalité pas tout à fait ce qu'on voudrait qu'elle soit. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des permis de construire qui sont accordés en zone rouge. Donc, c'est un petit peu loin de l'ambition de départ qui a été annoncée par Chloé. Ceci étant, il y a quand même des choses bien intéressantes qui sont faites, notamment parce que c'est une toute petite commune qui est complètement submergée pendant la période touristique. Donc, c'est très compliqué en termes d'aménagement pour les élus ici. Donc, il y a effectivement une stratégie de construction temporaire pendant la saison touristique qui permet d'absorber le flux de touristes, que tout le monde puisse boire son cocktail face à la mer et tout. Donc, c'est plutôt sympa de ce point de vue-là. Mais sur le bâti, on va dire, pérenne, là, j'avoue que ce n'est pas du tout l'idéal qui est un petit peu vendu et qui est un peu proche de la com. En revanche, il y a un certain nombre d'autres volontés politiques locales qui, face à la réalité du changement climatique, ont une position totalement radicale, qui disent, bon ben voilà, on n'a pas le choix, on va reculer la ville d'1 kilomètre. Je ne connais pas les chiffres exactement, et c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. Donc du coup, est-ce qu'on attend de prendre la vague dans la face, qu'à de le dire, ou est-ce qu'on entend une vraie réflexion sur le sujet qui nécessiterait à ce moment-là une transformation sur une trentaine ou une cinquantaine d'années, mais culturellement, alors je ne sais pas si c'est propre aux Français, aux humains, ou je ne sais pas quoi, culturellement, on a plutôt envie de faire l'autruche et de dire on verra bien quand ça se passera. Alors que anticiper, c'est pas non plus semer la panique. C'est une réalité. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de scientifiques qui sont assez d'accord pour dire que ça ne va pas trop bien se passer sur les zones côtières comme Lacado. Donc, est-ce qu'on a le courage d'y aller avec toute cette... voilà, et donc ça retombe un petit peu sur tout ce qui a été présenté aujourd'hui. On a une rigueur réglementaire qui bloque les imaginaires, l'invention, l'agilité qui a été présentée par nos 3 intervenants. Je les remercie d'ailleurs, c'est super intéressant. Et voilà, alors pour le coup, Lacado peut être un cas d'école extrêmement intéressant. C'est vrai que j'ai pas forcément tout ce recul-là. J'ai pris cet exemple parce que ce qui me paraissait intéressant, c'est qu'on est vraiment, cette initiative a été faite, selon moi, dans le cadre d'une obsolescence du PPRL, et c'était en attente aussi de revoir effectivement tout, c'est-à-dire réactualiser le PPRL pour éviter un étalement. Donc c'était une initiative qui finalement, la réversibilité peut être parfois inscrit entre guillemets provisoirement, pourtant les documents de planification sont plutôt sur la durée, mais qui essaye d'être en lien avec la suite, quoi. Et c'est provisoire, finalement. Merci en tout cas de votre retour sur la question. Il y a Karine Enjolras de l'agence d'urbanisme de Clermont qui est intéressée par cette réversibilité, cette approche de la réversibilité dans la planification qui lui semble malgré tout complexe à mettre en œuvre. Alors moi, je voudrais vous demander, Chloé, vous avez donné un exemple là. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez eu plusieurs exemples ou on est vraiment là au balbutiement de démarches ou c'est quelque chose à votre connaissance qui commence à se mettre en œuvre dans les services de planification des collectivités? Bien, écoutez, je n'ai pas trop de recul sur cette question-là. Effectivement, j'ai vraiment eu connaissance donc de ces 2 exemples-là en termes de planification de la réversibilité, particulièrement celui de la Boissière, où j'étais un petit peu
partie prenante sur cette question-là. Donc, dans la rédaction, notamment aussi consulté en partie à l'époque sur la rédaction du secteur 1 à l'URJ, enfin au règlement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On est vraiment dans une expérimentation. Et c'est pour ça que dans les propositions juridiques finales, eh bien, c'est essayer de lancer pour moi une expérimentation à l'échelle territoriale, à plusieurs échelles territoriales. Ce serait extrêmement intéressant pour pouvoir avancer dans l'écriture. Mais non, en dehors de cela, je n'ai pas eu connaissance de secteur réversible. En dehors par contre, ce qui se fait de manière plus courante aujourd'hui, on ne sait pas si ça va pouvoir continuer, si cet outil juridique va encore exister. C'est je parlais tout à l'heure de STECAL réversibles, qui sont des secteurs de taille d'accueil à capacité limitée, donc notamment pour poser de l'habitat léger. Aujourd'hui, les choses se développent, mais on est sur des secteurs parfois agricoles ou naturels, et sur certains types d'habitats. Donc, on pense à la yourte pour les habitats démontables. Donc, ces initiatives-là se multiplient. Malgré tout, il s'agit peut-être de les encadrer aujourd'hui de manière un peu plus claire et pas forcément limitée, de toujours être dans le dérogatoire, mais voir la réversibilité sous un angle plutôt du droit plus commun, essayer de grouper les initiatives pour éviter de faire du droit dérogatoire permanent. C'est un secteur de taille à capacité d'accueil limitée, c'est de la possibilité, c'est le pastillage en fait, qui a été consacré par la loi Allure. On parle de pastillage, c'est la possibilité de pouvoir construire sur des zones non constructibles. Et il y a une STECAL particulière qui est le STECAL pour les habitats démontables, habitats permanents de leurs utilisateurs. Donc, il y a des STECAL qui ne sont pas démontables, mais cette particularité STECAL démontable, du coup, s'apparente en partie à une forme de réversibilité du fait de la nature du bâti, et souvent aussi des modalités juridiques d'implantation. Et effectivement, ça se reporte dans les documents de planification. Donc, la réversible d'aménagement est complète dans ce cas-là, mais malgré tout très dérogatoire. Et il semble important peut-être d'avancer sur une question de la réversibilité d'aménagement plus générale. On arrive presque à la fin de ce webinaire. Voilà, si quelqu'un souhaite intervenir ou poser une dernière question ou faire un commentaire, c'est le moment. C'est juste un point d'étape. D'abord, te remercier pour l'organisation de cette conférence et remercier les intervenants et l'emboîtement des sujets du général au particulier, de l'urbanistique au juridique. Donc, je pense que c'est bien dans notre esprit, c'est de faire de l'interdisciplinaire, de l'interthématique, et de permettre, comment dire, aux gens de se rencontrer autour de ces thèmes-là, quel que soit l'endroit où ils sont. Donc, ça correspond bien au gène, entre guillemets, de l'IFTI. Dire que ce qui me paraît important dans ce qu'on est en train de partager, c'est la volonté de développer une ingénierie publique ou privée, territoriale, autour de ces nouveaux sujets. C'est indispensable pour moi, c'est un des volets d'une réussite d'une nouvelle décentralisation, avec un enjeu de repositionnement des collectivités sur ces sujets, tant en termes politiques qu'en termes, j'allais dire, de moyens d'ingénierie, être de bons commanditaires sur les bons sujets, notamment ceux que l'on est en train d'aborder. Ça me paraît être un point important pour la poursuite de la réflexion. La deuxième, c'est l'articulation avec le foncier. L'articulation avec le foncier, on sent bien qu'une des recherches de solutions, c'est de décrocher les usages, entre guillemets, du poids, de la valeur du foncier, genre OFS, quoi. Alors, ça peut être une solution, j'allais dire, temporaire, peut-être transitoire. Elle ne résout pas sur le fond la question des charges foncières, la question des rentes. C'est-à-dire ce qui n'est pas du ressort de l'économique, mais qui est du ressort de la propriété, au sens, comment dire, général du terme. Cette question-là, elle reste toujours posée. Et je pense qu'il va falloir continuer à voir comment on peut proposer collectivement de la gérer.
Le développement de stratégies foncières territoriales, pour moi, est un point important, au-delà de la ville d'ailleurs. C'est bien territorial dans les rapports que la ville a avec son environnement, son écosystème, et bien sûr autour de toutes ces questions du recyclage. Merci à vous. Merci à toi, Marc, notre président. Le prochain webinaire devrait porter sur comment on favorise la réintégration urbaine par des portages fonciers innovants. Et on est complètement sur la question de quelles sont les méthodes aujourd'hui qui permettent de, ce que disait Marc Kaczynski, de dissocier quelque part le poids du foncier des nécessités d'investissement et d'usage. Donc, on va regarder ça avec, voilà, autour de l'expérience des rez-de-chaussée actifs, autour de la réintégration des bâtiments atypiques par le bail solidaire. Et puis, je ne sais pas si on sera capable, mais on va s'interroger aussi sur des choses qui n'existent pas en France, autour des community land trusts, ou peut-être de quelque chose d'encore plus intéressant qui est les fiducies foncières communautaires. Alors, il n'est pas sûr qu'on pourra vraiment l'aborder parce que nous n'avons pas ça en France. Mais voilà, le LIFTI essaye de réfléchir autour de ces questions qui semblent être des clés pour l'avenir. Le webinaire suivant portera toujours dans cette idée de ville intense, d'intensification des usages, sur l'économie du réemploi des matériaux et donc la notion aussi de mine urbaine. On considère aujourd'hui pour la construction, l'essentiel des matériaux qu'il faudrait pouvoir utiliser sont déjà en ville. Donc, comment on s'organise autour de ça? Alors, les plateformes de réemploi de matériaux se multiplient et cette fois-ci, pas seulement qu'à Paris, mais on va essayer d'aller un peu plus loin pour regarder comment on arrive véritablement à réintégrer ces matériaux dans le marché et qu'est-ce que nous offre la mine urbaine dans un contexte où on est face non seulement au changement climatique, à des choses comme ça, mais aussi à l'épuisement d'un certain nombre de ressources qui font aujourd'hui les objets, qui sont les ressources de construction des bâtiments en ville. Je prendrai que deux exemples, le fer et le béton. Voilà, donc ça sera notre… Donc, on parlera du coup un peu de métabolisme urbain sur ces sujets de matériaux de construction. Le quatrième webinaire va s'intéresser aux métiers de l'urbanisme de transition. Alors, plusieurs fois, ça a été évoqué, notamment par Martin qui a expliqué qu'il y avait des nouveaux métiers. Et c'est vrai qu'on voit apparaître des fonctions un peu nouvelles. Mais il y a aussi un sujet qui se pose, c'est la précarité de ces nouveaux métiers et de gens qui, peut-être venant parfois du monde des architectes ou des urbanistes, ont des démarches professionnelles extrêmement engagées, mais qui sont aussi des démarches qui supposent de vivre dans des conditions très frugales, d'être parfois mal payés, en tout cas d'être dans des formes de précarité. Or, il y a des besoins d'ingénierie nouveaux, il y a aussi des nouvelles formations qui émergent dans ces domaines de l'urbanisme de transition. On va regarder comment se positionne le monde universitaire ou de la formation ou les outils qui font de la formation d'appui aux porteurs de projets, notamment à travers les grands réseaux de tiers-lieux qui sont aujourd'hui organisés. Le webinaire suivant répondra à la question qui a été posée dans le chat. On donnera notamment la parole à Martin Locré, puisque lui travaille spécifiquement sur l'évaluation. Peut-être tu peux en dire quelques mots, d'ailleurs, Martin, directement sur le sujet sur lequel tu travailles à Plateau Urbain. Oui, effectivement. Très, très brièvement, je suis donc en charge du projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Commune Mesure et qui a pour but de mettre à la disposition des porteurs de projets, notamment de tiers-lieux, de lieux hybrides, de lieux différents, une plateforme libre, open source et gratuite d'aide à l'identification, à la qualification et à la valorisation de leurs impacts et de leurs externalités positives. Voilà. Donc la question étant comment réfléchir à ça et surtout comment trouver une place pour tout le monde. Voilà, c'est quelque chose qui est attendu par tout le monde parce que c'est vrai que l'urbanisme de transition, les aménageurs disent, ça a aussi un coût. C'est intéressant parce que, pour des tas d'aspects, mais ça a aussi un coût. Donc, qu'est-ce qui justifie ce coût? Donc, il est important qu'on arrive à rendre visibles toutes les valeurs ajoutées, toutes les externalités positives de ces démarches-là. Et le travail quasi de recherche que fait Martin sera intéressant. Et on essaiera de le mettre en regard avec des opérations qui existent et qui ont suffisamment de recul
pour être arrivés un petit peu au bout de leur cycle. Donc, je pense à l'expérience des grands voisins ou à l'expérience de Josaphat à Bruxelles, pour essayer de tirer des enseignements, ou même ce qui s'est passé à l'Irlande, tirer des enseignements une fois que tout le premier cycle d'occupation transitoire ou d'urbanisme transitoire s'est passé, et puis mesurer avec le recul comment eux, ceux qui ont été au cœur de ces projets, apprécient tout ça. Le dernier webinaire, qui sera peut-être pas un webinaire, mais qui sera, si on le peut, et si le Covid nous le permet, qui sera une visite, va essayer de s'intéresser à ce qui se passe à Bruxelles. Bruxelles, où il y a un fourmillement énorme d'activités en matière d'urbanisme de transition, ils sont d'ailleurs un peu précurseurs. Et ils ont aussi mis en place les Committee Land Trust. Donc, c'est l'exemple le plus proche de chez nous qu'on peut aller voir, qui se rapproche voilà, du processus anglo-saxon. Donc, ils l'ont axé sur le logement. Donc, voilà. Donc, si c'est possible, on essaiera d'aller faire un focus de ces sujets-là, mais in situ, avec des interlocuteurs bruxellois. Si ça n'est pas possible, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, ben, on le fera encore une fois sous forme de webinaire. Est-ce que parmi nos 3 intervenants, il y a un petit mot d'au revoir ou de conclusion que Sylvain, Martin et puis Chloé souhaitent avoir? À part te remercier pour l'organisation, pour moi, c'est très bien. On voit qu'on a beaucoup de sujets à suivre. Il y a beaucoup de choses. Et que tout ça, on est sur un ensemble bien complexe. Et donc, c'est intéressant parce que je pense qu'on est au cœur des transformations qu'il faut qu'on mène, finalement, qui touchent beaucoup plus largement l'urbanisme et pas que l'urbanisme de transition. Merci à toi. Merci à toi. Chloé, ça a été. Tu as encore beaucoup de travail pour ta thèse. Quand prévois-tu de Oui. Alors, j'espère pouvoir terminer voilà, pour 2022. Voilà, en 2022, pouvoir soutenir. Et puis oui, effectivement, il me reste beaucoup de travail et j'espère que donc le futur me permettra de me déplacer, parce que c'est vrai que pour aller voir des expériences et me nourrir, eh bien, j'ai besoin de me déplacer. C'est vrai que j'ai hâte que tout ça se débloque. Voilà. Très bien. En tout cas, comme tu l'as vu, il y a au sein du LIFTI des gens qui nous ont rejoints, potentiellement des personnes ressources. N'hésite pas à nous solliciter dans la suite de tes travaux. Martin, merci beaucoup. À te revoir, hein, et on te remercie d'avance. Donc voilà, merci beaucoup à toi. Tu as un petit mot à dire? Oui, je voulais juste, encore une fois, te remercier toi pour l'organisation de ce webinaire, les autres intervenants et tous les gens qui nous ont rejoints. Et juste 2 toutes petites choses par rapport à ce qu'on a évoqué. Si jamais vous voulez avoir un petit teaser, on va dire, de la plateforme sur laquelle je travaille, n'hésitez pas, vous tapez communemesure.toutattaché.fr et vous allez tomber sur un site de présentation. Et la dernière petite chose que je voulais dire, c'était pour Chloé, je voulais lui dire, par rapport à ce que tu viens de dire, bon courage. Ayant été chercheur dans une vie précédente, je sais ce que c'est quand on en est à cette phase-là. Donc, tiens bon, et on est ressources pour t'aider, mais aussi pour t'encourager si tu as besoin. C'est important. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, on encourage tous Chloé. Je vous remercie tous. Donc, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées, voir ceux qui seraient intéressés. Vous pouvez toujours rejoindre le groupe de travail urbanisme de transition du LIFTI. Puis, merci à ceux des membres du groupe de travail qui étaient présents. Certains ne se sont pas exprimés, mais j'ai bien vu qu'ils étaient là. Merci à tous et puis rendez-vous à la prochaine session.